La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Lola, tu demandais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui. C'est parfait, bon bah. C'est parfait. Bonjour, bonjour Lola, ami du café, ami de la police, ami du Viog Bloc, dont nous avons la représentante. Et l'unique membre. Et unique membre du Viog Bloc. Quand est-ce que tu as créé le Viog Bloc? Je n'ai jamais créé, c'est une fantaisie pure. Mais je suis sorti une fois avec la pancarte et j'ai vu que ça venait, quoi. Et je me dis qu'un jour, peut-être, ça s'agrégera autour de la pancarte. Pour l'instant, beaucoup de jeunes sont venus. Bizarrement, le 10 septembre. C'est la seule fois que la pancarte est sortie. Ça ne sera jamais une organisation, de toute façon. C'est un truc informel. Tu mets un machin Viog Bloc et tu vois qui c'est qui arrive. Ton dernier ouvrage est une forme de manifeste de désobéissance sénile. À 78 ans, et non pas 80, comme certains l'écrivent par erreur, pan sur le bec, David Machin. Lola Biesseroff, pétroleuse de 1968, à gauche de l'aile situ du phare, front homosexuel d'action révolutionnaire, au début des années 70, fille à PD, comme elle se dit, danseuse de clips dans les belles années du rock alternatif, meneuse du Vieux Bloc dans les manifestations contre la dernière réforme des retraites. À 78 ans, donc, tu nous reviens et tu nous tiens en joue. Nous avons toujours combattu. Nous n'allons pas nous laisser vaincre sans lutter jusqu'au bout. Avec Vieillir sans temps mort, Mourir sans entrave, publié par les magnifiques éditions de Libertalia de Montreuil que nous saluons, Lola soutient que le vieillage peut aussi être un bel âge de la vie, délivré de contraintes de travail, de l'opinion et du regard des autres. La vieille génération a enfin la liberté de s'offrir d'autres plaisirs, comme le fait de continuer à voler dans les supermarchés, par exemple, et de nouvelles aventures en rejetant les diktats supposés garantir sa bonne conduite. C'est un bonheur de te recevoir sur le orange canapé d'Oposte. Tu es bien installé? Parce que là, je vois que tu as un pull. Non. Ça va, je suis très bien. Tu es très bien. Je bougerai si j'ai envie de bouger. Pour l'instant, j'ai un petit peu froid, donc j'ai mis mon manteau sur les genoux et c'est parfait. Bon, impeccable, impeccable. Là, en fait... Merci de me recevoir, en tout cas. Bon, je t'en prie. J'ai lu la présentation qui, tu sais comment on fait. Parfois, on fait des présentations avant de lire tout à fait le livre. Donc là, j'ai utilisé une partie de l'argumentaire de presse. Et en fait, je trouve que ça rend pas tout à fait hommage à la tonalité de ton bouquin, qui est plus offensif que ce que je viens de lire. Alors, je te rectifie une petite chose quand même. Dire à gauche des situs, c'est beaucoup dire. Il n'y a pas d'à gauche des situs. Voilà. Alors ça, c'est ma partie. Voilà, je précise. Oui, bah, c'est moi qui rédige en général mes argumentaires, et peut-être j'ai pas fait aussi fort. Je me rends pas bien compte. Ce livre-là est mon 4e. Jusque-là, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Être une autrice à 70 ans, ça te fait tout drôle quand même. Surtout que le premier, je l'ai fait par hasard. Enfin bon, j'ai jamais programmé de devenir une autrice de bouquins, quoi. Et celui-là, c'est le premier dont j'ai absolument pas syndrome d'imposteur. Je crois que j'ai tout craché dedans, tout balancé. Et celui-là, j'en suis fier. C'est la première fois que ça m'arrive, où j'avais aucun doute. Une fois que je l'ai pondu, je me suis dit, c'est ça. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être c'est mon dernier livre. Bon, c'est un running gag. À chaque fois, je dis que c'est mon dernier livre. Mais bon, là, maintenant, quand t'es arrivé, quand tu commences par raconter 68, puis ta jeunesse, puis la suite, puis ta famille sur toutes les générations, etc., et que t'arrives à parler de la vieillesse et de la mort, je vois pas où tu peux aller plus loin, quoi. Allons-nous accepter de nous faire avoir par le temps qui passe? Écris-tu, page 10. Nous avons toujours combattu, nous n'allons pas nous laisser vaincre sans lutter jusqu'au bout. Et pas tout seul, parce que ce n'est pas en tant que classe d'âge que nous entendons livrer bataille, même si l'affrontement sera forcément à mort pour celles et ceux de ma génération. Il y a un petit peu d'humour, comment on pourrait appeler, morbide ou pas ou... Je sais pas, il y a toujours de l'humour dans ce que je raconte, il y a toujours du second degré. Bien sûr. J'ai beaucoup de mal à parler au premier degré, ça m'arrive. Hein. Parfois, non, je parle de choses au premier degré parce que c'est impossible de faire autrement. Mais j'essaie toujours de prendre un peu une distance. Dire qu'on fait un combat à mort, c'est un peu ridicule. Donc, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est objectivement, on sera plus là, quoi. Mais bon, cet humour-là, il fait partie de ma manière d'écrire et d'être, en fait. Absolument. Je prends au sérieux, enfin, prendre au sérieux, c'est avoir de l'humour, je dirais. Quand tu veux pas avoir d'humour sur quelque chose, c'est que tu le prends pas au sérieux, en fait. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que moi, en tout cas, je le sens, quoi. Alors, pourtant,
on entre dans ton livre un peu comme là tu viens de le présenter, et puis peu à peu, au fil des pages, je divulgage un petit peu, mais on comprend que tu as été confronté de très près à la mort, notamment par la disparition de ton père et de ta mère. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que je pense que ça va éclairer Alors, tout le. tu commences toute la par la conversation. fin, pratiquement. Ouais, Tu commences par la fin, puisque je parle d'abord de la vieillesse, ensuite de la mort. oui, Il y a eu d'autres morts. oui. Dans ma vie, très tôt, j'ai perdu des amis, et ça continue. Hein. J'ai non seulement, et ça on en reparlera, j'ai aidé mes parents à partir, mais j'ai tenu dans mes bras 2 amis à moi qui sont morts à l'hôpital. J'étais là. Et donc, quand tu as été confronté de manière aussi concrète, je dirais à la mort. Parce que jeune, j'allais pas aux enterrements, j'avais jamais vu un cadavre de près, quoi. C'est en âge avancé que je l'ai vu. Mais je dis pas que la mort me fait pas peur. Hein. Je dis que je la connais chez les autres. Chez moi, j'en sais rien. Et donc, c'est vrai que, de manière générale, je dois beaucoup à mon éducation et à mes parents. Je leur en tribue dans tous mes livres. J'ai pas été élevé de manière courante, dirons-nous. D'autres non plus. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais élevé par des parents qui étaient du genre un art individualiste. Même quand ils disaient pas toujours un art, mais de fait, ils disaient Armand et des choses comme ça, quoi. Ils avaient ouvert un lieu naturiste. J'ai été élevé dans ce lieu, avec plein de gens qui avaient des choses à raconter, des choses à penser. Et dans les, comment dire, dans les grands principes familiaux, et donc quand j'ai été éduqué, c'est l'idée de la liberté. Et cette liberté, elle va de la liberté de faire ce qu'on veut, de vivre comme on veut, la liberté sexuelle, la liberté de mouvement, jusqu'à la liberté de mourir quand on le choisit. Mes parents ont toujours dit, il faut pouvoir mourir quand on le souhaite. Et c'est pas mon père a pas vraiment choisi, c'est-à-dire qu'il était fort atteint et qu'il avait un cancer de la peau, il a payé le naturisme très cher. Être à poil au soleil toute ta vie, alors qu'il se couchait pas au soleil, hein, et pourtant il avait une peau, mon père est d'origine arménienne, il était extrêmement oriental, je dirais, qu'une peau mate et tout. Bon, il avait un mélanome malin, et à un moment donné, et il a demandé à mourir. Mais là, on était en 92, franchement, on savait pas quoi faire. Donc je sais pas s'il faut que je raconte les détails, mais il y a eu une vraie recherche, il a demandé à tout le monde, il a emmerdé tout le monde avec ça. Hein. Il a demandé à mes copains médecins, enfin à tout le monde. Et puis, alors que je me demandais que faire, et j'étais très inculte sur le sujet, hein. Pourtant je n'étais pas une gamine, mais bon, j'avais jamais été confronté, je savais qu'il voulait mourir un jour, mais comment on fait pour mourir? Et puis, il se trouve que une femme que je connaissais, collègue de travail, avec qui j'étais un peu copine, me dit, mais vous ne m'avez pas dit un jour que le médecin avait dit à votre père qu'il ne le laisserait pas souffrir? Je dis, oui, en effet. Mais vous savez ce que ça veut dire? Non. Elle me dit, ça veut dire que au moment où il souffrira, il va l'aider à partir. Si vous rigolez, c'est vrai. Elle me dit, je vous assure, essayez. Donc je reviens, je dis à mon père était à Marseille, et moi je faisais aller-retour Paris-Marseille constamment. Parce que mon histoire familiale se passe à Marseille. Hein. Et je dis à mon père, voilà, tu vas demander à ton médecin. Donc il rentre à l'hôpital, et il demande à son médecin, et c'est ce qui était là, vous avez un 635, un Walter, je sais pas quoi, il commence à dire des noms d'armes en tout genre, il avait été maquisard, hein. Il connaissait des armes. Ah non, vous avez autre chose? On ne lui répond pas. On lui dit rien. Et puis, on n'obtient aucune réponse d'aucune, mais on le met au lit, et on commence à le morphiner. Doucement. Et ça dure, et on ne sait toujours pas s'ils sont en train, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les soins palliatifs, la sédation profonde, tout ça n'existait pas. On est en 1992. Hein. Et on voit bien qu'il est en train de s'éteindre, mais c'est atroce parce que il est couché sur son lit, et les yeux fermés, il semble dormir, et d'un coup il se relève, les yeux exorbités, comme ça. Et on ne sait pas ce qui se passe. Je demande à l'anesthésiste qui passait, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais si on le savait, on saurait ce que c'est la mort. Elle dit, personne n'est revenu pour le dire. Et ça a duré plus longtemps que prévu, parce qu'il y avait un week-end, les 2 n'ont pas été augmentés. Ça a duré 5 longs jours. On était la même et moi autour. Et quand il s'est éteint, enfin, on a entendu sa respiration qui déclinait. On était heureuse. Il était malheureux, il souffrait et surtout, il se sentait humilié par cette situation. Mon père était un homme très digne, je dirais. Et donc, se chier dessus, des trucs comme ça n'allait pas du tout, quoi.
Et donc, on était extrêmement heureuse qu'il soit parti, quoi. Et le bonheur a eu qu'on est tombé sur un type formidable. Son oncologue était un mec extraordinaire de manière générale. Mais personne ne pouvait rien dire. C'est-à-dire que quand on posait des questions, les infirmières nous tournaient quasiment la tête. On voyait bien que c'était de ça il s'agissait, mais à quel rythme et comment? Et on n'y avait pas encore les lois et les étiquettes, donc on était au courant de rien. Et donc effectivement, je raconte ça dans mon bouquin précédent. Absolument. Très longuement. Bon. Et à nouveau, alors, rapidement, je pensais pas que 10 heures après, ma mère me ferait le même coup. Alors ma mère, par contre, elle n'était pas malade. Elle s'était cassé le fémur. Alors ma mère, qui était une grande lectrice, ne pouvait plus lire. Elle avait des problèmes de DLMA, macula sur l'œil. Ma mère, qui adorait la vie sociale, entendait extrêmement mal et malgré les appareils. Donc elle a été coupée de tout ce qu'elle aimait. Elle pouvait plus lire, elle pouvait plus regarder la télé. Ça allait trop vite. Elle pouvait plus écouter la radio parce qu'elle entendait très mal. Et surtout, elle pouvait plus parler avec ses amis. Elle avait du mal à marcher, elle avait un ambulateur. Enfin, c'était une horreur. Elle avait 89 ans. Et elle a commencé à me dire, bon, il faut partir. Elle a commencé elle-même à demander. Elle avait des copains médecins en Hollande, par exemple, des naturistes. La loi avait été votée en Hollande. Enfin, elle a tout fait. Et je me suis retrouvé en train de chercher comment tuer ma mère. Ça a été du sport. Hein. J'étais partout. Alors, évidemment, elle avait téléphoné à la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont elle était membre. Eux, ça fait très longtemps qu'ils avaient cessé d'aider les gens. Hein. On n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Son impréparation m'a surprise, d'ailleurs. Elle s'était dit, pof, les Hollandais vont m'arranger ça. Enfin, elle était très optimiste, ma mère. Et ben, il a bien fallu trouver, quoi. Et ça a été sportif. Quand enfin, j'ai trouvé, je vous raconterai pas les détails parce que je veux pas compromettre les gens qui m'ont aidé. Et que ça s'est fait. Là, c'était un bonheur infini, quoi. Je souffrais de elle a vécu un an de trop. Et pendant toute cette année, je me sentis coupable. Tout ça est arrivé à un résultat qui a fait que, quand j'ai écrit mon bouquin précédent où je raconte les 2 morts de mes parents, je présente le bouquin à Montreuil, à la Libertalia, et je dis, voilà, ce qu'il faudrait, c'est faire un MLAC de l'euthanasie. Le MLAC étant, tout le monde ne se connaît peut-être pas le MLAC, c'est quand des femmes se sont groupées pour faire des avortements avant qu'il y ait la loi, et les faire elles-mêmes. Hein, parce qu'il y avait une nouvelle méthode. Nous avons reçu une historienne voilà. du MLAC. Alors, ceux qui ne l'auraient pas vu, il y avait une nouvelle méthode qu'on pouvait pratiquer sans être médecin du tout. Et l'idée, c'est et à ce moment-là, quand je dis ça, quelqu'un dans la salle me dit, mais ça existe, tu sais. Et j'ai découvert Ultime Liberté, dont je suis devenue militante. Mot que j'ai jamais toujours refusé d'employer toute ma vie, parce que militantisme, la misère, etc. Mais maintenant, je milite à Ultime Liberté. Donc c'est à ça que tu voulais arriver, j'imagine. Ultime Liberté qui est passée en procès, on n'a pas le résultat du procès. On va y venir. Mais en fait, je voulais qu'on explique ça. Et après, on revient au début, puisque là, on vient de parler de la fin. Oui. Et ton livre, en effet, il est, on peut dire, en 2 parties. Il y a une première partie sur le vieillissement. Et puis le deuxième sur la mort et sur le suicide assisté, hein, dont on va parler. Et notamment il y a même les funérailles dans mon livre. Il y a même les funérailles, etc. Alors, tu as toujours été une indécrottable marxiste. Marxienne plus que marxiste, je dirais. Bien. Et tu continues à être marxienne et marxiste. Et libertaire. Et page 17, tu mets la table immédiatement. Les capitalistes se goinfrent sur le dos des seniors. Le capitalisme sait bien tirer profit de l'aspiration à l'activité des jeunes seniors, entre guillemets, nombreux à fournir gratuitement leur force de travail, en plus de la garde éventuelle de leurs petits-enfants, à des associations, des fondations culturelles ou caritatives, lesquelles sont souvent de véritables entreprises venant se substituer aux organismes publics pour pallier les carences de l'État. On a reçu l'autre jour François Ruffin, qui lui disait... Les associations, oui, sois pas étonné comme ça, qui lui disait... J'ai pas de tendresse pour François Ruffin, tu peux t'en douter. Mais... Qui lui disait l'inverse de toi, et je me demande si vous n'avez pas raison tous les deux, qui disait, mais les associations, c'est sortir du capitalisme. Quand on va faire du bénévolat, etc. Toi, ton point, c'est par rapport à l'utilisation de cette main-d'œuvre, les vieux, qu'on rabat gratuitement. C'est ça, ton... Premier point... Il n'y a pas d'en dehors du capitalisme. Ça n'existe pas. Le capitalisme, au cours de son histoire, a envahi tout le temps et tout l'espace. Ce que Marx appelle la domination réelle du capital sur le travail ou la soumission réelle du travail sous le capital.
Il n'y a pas d'en dehors, il n'y a pas de marche pérenne, ça n'existe pas. Dire qu'on est hors du capitalisme, c'est un horrible mensonge. Le soi-disant en dehors du capitalisme revient toujours au capitalisme. Et c'est pour ça que ce que je pense de Ruffin, je le dirai pas parce que je suis poli, mais on n'est vraiment pas d'accord. Donc ça, c'est une chose. Il n'y a pas d'en dehors. En revanche, je ne nie pas que les associations puissent avoir des activités tout à fait passionnantes et intéressantes. C'est pas le problème. Moi-même, j'ai fait un tas de trucs bénévoles dans ma vie. En revanche, ce qu'on peut constater, il y a eu un bouquin là-dessus, d'ailleurs très bien, qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle, un bouquin sur l'exploitation par les associations. On peut constater, je dirais qu'à un certain âge, on a besoin de faire des choses. Et on peut se retrouver dans des associations, notamment, où il y a une indécence à faire travailler les gens. En plus, si l'État faisait son boulot, il n'y aurait pas de Resto du Cœur. Il n'y aurait pas de bénévoles de Resto du Cœur. Sauf que les gens ont besoin de bouffer, les gens qui vont au Resto du Cœur, pourquoi pas. Vraiment, d'aller bénévole au Resto du Cœur, c'est pas infamant, hein. Même si j'ai pas envie d'être une histoire de charité, je me suis retrouvé moi avec des immigrés, des machins, etc., en train de faire des trucs que l'État ne fait pas. Et bon, c'est normal, hein. L'État du capital n'est pas là pour nourrir les gens. C'est censé être son boulot, mais c'est aussi une arnaque. Donc on est bien obligé de bricoler. En France, on a une culture de l'État-providence. On sait ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une exploitation phénoménale qui est faite, et même garder les gosses, enfin, etc. Autrefois, c'était un truc qui se faisait communautairement de garder les enfants. Puis les gosses, ils pouvaient aller dans la rue, maintenant ils y vont plus, donc il faut que mamie elle garde même un gosse qui a 10 ans, quoi. On est arrivé à faire bosser les vieux, ils sont encore en forme, hein, à les faire bosser à l'œil. C'est quand même une trouvaille. Jusqu'à cette trouvaille extraordinaire qu'un jour je tombe sur une espèce d'annonce qui explique qu'on pouvait aller avec une ONG à l'étranger, ce qui est le saint graal quand même des jeunes seniors, et d'aller faire de la charité ou du bénévolat à l'étranger. Ça aussi, je crache pas dessus, hein. Mais sauf qu'il fallait payer. Et je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et j'ai vu qu'il y avait des jeunes aussi qui payaient. Alors, c'est pas MSF, hein, mais tu vas, tu as le bonheur. Si tu payes, tu peux aller nourrir des petits à l'autre bout du monde. Tu peux. Mais attends, de quoi s'agit-il, quoi? C'est le quand c'est gratuit, c'est toi le produit, mais là, c'est toi qui payes carrément, tu vois. Alors, sur le capitalisme, tu évoques le livre de Castanet, qu'on avait aussi reçu sur les EHPAD, hein, qui a été quand même ouais, à un moment, oui. un travail extraordinaire et une révélation. Alors maintenant, ça a créé un peu une école, hein. Je ne sais pas si tu as vu, il y a la même chose pour les crèches, il y a la même chose pour les fossoyeurs. C'est un MeToo, de des abus commis, des abus de faiblesse, quoi. Voilà. Donc, tu nous rappelles ça, mais en fait, tu vas très vite sur des alternatives, et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ton bouquin, parce que j'ai appris des choses. Alors d'abord, par exemple, tu parlais de ton père et du camp naturiste. Il avait justement essayé de faire une partie pour les... Alors comment on va les appeler, les vieux? À l'époque, il a fait un club de plus de 40 ans. Et 40 ans, c'était déjà la vieillesse. Nous sommes dans les années 50. C'est incroyable. Oui, mais la femme de 30 ans de Balzac est une vieille femme. Absolument. Ben oui, les temps ont changé, quoi. La génération inoxydable n'existait pas encore. Et donc, nous, entre nous, ma mère et moi, on parlait du club Les Vieux Tableaux. Qui nous faisait beaucoup rigoler. Ma mère avait 40 ans aussi, hein. Ça nous faisait marrer. Mais il s'est dit, bon, ça commence à 40 ans. Il faut que ces gens puissent remuer, etc. Il avait fait une ligue contre le vieillissement aussi, hein. Parmi ses grandes folies, il avait créé une ligue contre le vieillissement. Il faisait des conférences. Il croyait en la science, mon père. Ouais. Mon père avait été, non seulement il était lui-même chimiste, qui n'a jamais fini ses diplômes pour cause de fermeture du rideau de fer en Russie, enfin en URSS, mais surtout il avait été élevé, il avait tout lycée avec les soviétiques, quoi. Il avait 12 ans à la révolution russe. Donc il était extrêmement scientiste. Et il pensait que si on s'y mettait tous, la science ferait reculer la vieillesse. Oui, aujourd'hui, c'est des rêves fous des gens de la Silicon Valley. Peut-être qu'ils vont y arriver. Mais combien seront-ils à repousser ça? C'est autre chose. C'est autre chose. Et donc, mon père avait à l'époque créé cette association pour réunir des gens un peu plus âgés. Alors, l'idée, quand même, c'est aussi qu'ils fassent des rencontres. Mon père était très dans la liberté amoureuse et tout. Alors, que les femmes et les hommes se rencontrent, que les gens se fassent des copains et des copines. Enfin, et 40 ans, c'était vieux quand tu y penses. Moi, j'étais gamine, je me rendais pas compte, hein. Sauf qu'évidemment, immanquablement, il y avait le club naturiste à côté. Ils sautaient la barrière à un moment donné. C'était beaucoup plus rigolo. Ça a duré que quelques années. Alors, tu dis que il existe donc en dehors des, on va dire bon, il y a plusieurs solutions. On vieillit et on peut rester chez soi, premier point.
Deuxième point, il y a les EHPAD. C'est pas la peine Ça dépend. Je connais, moi, une excellente EHPAD. Ouais. Je suis co-tutrice d'une amie qui a une maladie apparentée à Alzheimer. Pas ça, mais tout comme. Il a fait le mettre en EHPAD parce que c'était impossible à survivre 24 heures sur 24. Hein, en ville. Hein, quand on habite en ville, c'est impossible. Qu'elle était en danger. Et on a trouvé une EHPAD formidable. Alors, évidemment, il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais c'est vraiment... ils sont bienveillants, a dit l'évaluation qui est sur eux. Et donc, il y a des EHPAD tout à fait corrects. Et on n'y va pas, ça sent pas mauvais. Ils sont bien traités. Ils ont plein d'activités. Enfin bon, évidemment, c'est pas le rêve d'aller en EHPAD. Mais quand tu perds la tête, c'est comme un pensionnat, quoi. T'es protégé. Et ça compte aussi. Alors, il y a aussi ce que tu appelles la solution la plus évidente, mais tu vas t'empresser de la critiquer, et de se regrouper. C'est ainsi qu'on voit surgir des résidences seniors, des habitats partagés, il y a des guillemets partout, ou inclusifs, et autres béguinages, plus ou moins adaptés à la perte d'autonomie. Certains sont même générationnels et accueillent aussi de jeunes travailleurs ou étudiants. Intergénérationnels, pardon. Intergénérationnels. Et accueillent aussi des jeunes travailleurs ou étudiants. Ils peuvent également être ouverts non seulement à des couples ou des individus âgés, mais aussi à des handicapés de tous âges. Et en fait, ce que tu nous dis... Enfin, vas-y, je te laisse dire ce que tu penses de ce système-là. Pour mettre les choses claires, bon, il y a ce qui est institutionnel. Et là, les institutions, de plus en plus, privées ou publiques, développent des offres de logement, notamment pour les seniors qui ont un petit peu de sous. Les résidences seniors, par exemple, ça coûte cher. Là, ça te garantit pas grand-chose, mais tu peux avoir un certain nombre de services. Après, il y a d'autres choses qui sont de la municipalité, par exemple. Il y a des projets actuellement dans certains endroits. Les municipalités réalisent que ça leur coûte moins cher de créer un habitat partagé pour seniors que de créer un EHPAD ou une maison de retraite. Ça coûte moins cher, c'est plus facile. Tant qu'ils ont un peu l'autonomie et puis ils peuvent partager des services. Ça existe. Il y a également des tentatives, plus comme celle par exemple de Thérèse Claire, quand elle a créé les Baba Yaga à Montreuil. Hein, ça c'est un truc public, institutionnel, c'était pas cher. Puis après, il y a des trucs privés qui se montent. Privé au sens où c'est des gens qui se réunissent. Hein, c'est pas du tout un truc de... Je pense pas que c'est un truc de fric du tout, mais il faut de l'argent. Je suis tombé sur Libération, dans un article sur une maison qui est près de Toulouse. C'est un lieu qui a l'air formidable, très beau. Mais il faut du fric pour y rentrer. Il faut que tu achètes une part, quoi. Et la part, je sais plus à combien elle est, mais c'est genre 100 000 euros, quoi. Donc il faut que tu aies un truc. Il faut que tu aies un appartement à vendre, par exemple, qui vaille ce prix-là. Je sais plus combien ça fait. Je vais envoyer ma cousine se renseigner, mais j'ai oublié. Je voulais pas mettre mon nom, on sait jamais. Mais il se monte des tas de projets de ce genre. Alors, tu as des projets où les gens ne se connaissent pas. L'habitat collectif, ça marche plutôt pas mal, apparemment. Hein. Évidemment, c'est pas ça dont on rêve, nous, a priori. T'as un tas de projets de ce genre, des trucs qui existent. On en voit tant à la télé, des maisons où t'as... mettons, vu vieux qui habitent ensemble, des femmes, ils ont chacun leur espace, et puis c'est une maison qui a été construite pour eux, souvent. Et ça peut être municipal, quoi, c'est pas forcément une affaire d'argent, là, pour le coup. Et puis nous, évidemment, on se dit, comme Thérèse Claire a dû se dire quand elle a voulu monter sa maison pour des femmes, une maison de féministes pour des femmes, mais il a fallu très vite y admettre d'autres gens. C'était quand même institutionnel. L'État veut bien payer, mais pas pour faire ce que tu veux. Hein. Faut pas charrier. Et donc, évidemment, on s'est très vite dit, nous, par exemple, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a eu des projets, on a regardé à Paris pour acheter quelque chose. Puis, Paris, c'était intouchable. On s'est dit, si on est à la campagne, et puis gna, enfin bon, il y a eu le projet s'est monté, évidemment, rien n'a été comme on l'a souhaité. Et puis, c'était une catastrophe. Une catastrophe parce que, dans ces trucs-là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le fric. On est dans le monde du capital. Rien n'est en dehors, comme je l'ai dit. Et après, si tu n'es pas à égalité de fric, tu n'es pas à égalité de pouvoir. Même si on dit un homme une voix, ça n'a aucun sens en réalité. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Et c'est pas le seul endroit. Des endroits qui sont pas pour vieux, j'en connais un certain nombre qui sont des crises épouvantables. Même avec un homme une voix, parce qu'il y en a qui essaient de s'emparer du truc. Je ne peux pas... J'ai pas envie de citer des affaires en cours, mais il y en a un certain nombre. Des lieux qui sont des lieux d'activité collective et d'habitat en même temps. Qui sont pas forcément des communautés. Mais qui possède le terrain, qui possède, etc. Bien etc. sûr, bien sûr. Et c'est toujours le problème. Et nous, c'était clair. Il y avait une héritière qui achetait 80% du truc. Et c'était une amie de 40 ans. Supposée en être une, en tout cas.
Et donc, Alors, effectivement, il y a quelques passages où tu regrettes le fait que ces idées-là périclitent. oui et non. Comment dire? Je pense pas qu'elles aient de l'avenir de manière générale. Sauf si on prend par exemple le cas de gens qui vivent ensemble depuis très longtemps. Je prends des deux exemples. À Brest, il y a un immeuble qui s'appelle l'Écoumène, qui est habité par des gens qui ont fait construire une maison. Donc il y a des célibataires, des familles, etc. Ces gens savent pas ce qu'ils vont. Il y en a qui commencent à vieillir, ils savent pas ce qu'ils vont devenir. Mais le fait est que pour l'instant, l'harmonie règne vraiment dans ce truc collectif. Et qu'avec un peu de chance, ils vont pouvoir vieillir ensemble sans problème. Ils sont là depuis longtemps. Si on prend un truc comme Longomaille, en dépit de toutes les mauvaises fortunes que ça a pu connaître, ces gens sont ensemble depuis longtemps. Ils sont comme un village. Ils peuvent y rester. Les gens qui vivent dans le même village, par exemple. C'est le cas du village où je vais bientôt, à Rochefort-en-Terre. Sont de camarades et de copains vivent dans le même village. Chacun est chez soi. Et ils s'entendent fort bien. Et malgré tout, il y a de la solidarité, il y a une vraie communauté. Le truc, c'est que chacun doit avoir son espace. Si on décide d'investir un lieu en groupe pour vieillir ensemble, vivre ensemble, même pour vivre ensemble, il faut absolument que chacun ait un espace où il puisse manger tout seul avec ses copains, sans forcément être avec tout le monde, où il puisse se laver. Alors, je te dis pas qu'il faut une super cuisine, hein. Il faut avoir une kitchenette et une douche, quoi. Où on soit pas obligé de tout le temps les uns sur les autres. Et ça, c'est très important. Important parce que moi, j'ai vécu en groupe quand j'étais jeune, mais à l'époque, la question se posait pas, on était tout le temps dehors. Et puis bon, on avait un projet de lutte commune. Mais dans un monde où il n'existe plus de marge pérenne, on ne peut pas espérer que ça va forcément marcher. Mais il faut aussi essayer de mettre des chances de son côté. Donc j'ai essayé de dresser un peu la petite liste que j'ai plus en tête, des différentes conditions qui font qu'on peut éventuellement essayer de s'y mettre et tenter. D'autant que je me dis que c'est pas inutile d'y penser. Parce que dans le monde où on est, on sait plus ou moins que ça risque d'être voué à l'échec. Mais dans un monde futur qu'on espère toujours voir bientôt, peut-être ça serait des bases où on pourrait habiter ensemble de manière courante et commune, quoi. À propos des marges pérennes, j'ai noté cette page 25, ce paragraphe. Il ne faut jamais oublier que le monde où nous vivons ne connaît maintenant plus de marge pérenne, c'est ce que tu viens de dire, mais là, tu donnes l'explication. Le capitalisme a envahi notre espace et notre temps dans son entièreté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de ce que disait Ruffin. Voilà. Il n'y a plus de marge pérenne. Ça ne peut pas durer. Tu peux faire un truc, et très vite, dès qu'il y a quelque chose qui est en marge, quelque chose va reprendre ses droits, une institution. Si tu prends la ZAD, par exemple, la propriété foncière a repris ses droits. Tu vois, ça c'est un bon exemple. Tu prends les Baba Yaga, l'institution a repris ses droits. Et de manière générale, très vite, l'institution, le fric, enfin, toute instance, je dirais, dominante dans le truc va reprendre ses droits. Et c'est comme ça. Et c'est la logique du capitalisme. Sinon, on serait plus dans le capitalisme. La maison de Toulouse dont tu parlais, Oui. enfin du Sud-Ouest, est-ce que c'est celle dont tu parles, page 28, qui se proclame, et j'adore ça, Oui. maison d'offensive plutôt que maison de retraite? Moi aussi, j'ai adoré. C'est génial. Et c'est pour ça que j'ai demandé comment il fallait pour y rentrer. Pas pour moi, mais Ouais. il faut des sous. Maison d'offensive. Oui, non, mais leur projet est magnifique. Après, il vient à peine de commencer. Ça se trouve, en 3 ans, ils sont tous fâchés les uns avec les autres. Et puis, parce que c'est toujours comme ça qu'on l'a conçu. Quand on était jeune, quand on vivait en groupe, le mot communauté était absolument banni. Vous vivez en communauté? Absolument pas. On vit en groupe. On était un groupe d'action, quoi. Et le mot communauté de la misère, enfin, il fallait pas prononcer le mot communauté, tu faisais jeter de la baraque. Et tu disais communauté, tu vois. Eh ben, c'est un peu du même ordre, là. Ces gens-là, que je ne connais absolument pas, posent ça comme un projet de lutte. Et c'est un projet de lutte, d'habiter ensemble. Parce que c'est pas ça qui est prévu au programme. D'habiter ensemble avec notre propre structure. Et pas de se soumettre à l'institution, quoi. Mais alors, si ces habitats, je crois de mémoire, tu dis habitats collectifs non lucratifs, Oui, c'est ça. s'ils ne fonctionnent pas, vers quoi on peut aller? Merde. Je n'en ai aucune idée, mon cher. Je pense il faut toujours tenter. On va retenter autre chose ou pas. Moi, je suis revenu dans un habitat classique. Une fois que ce projet a échoué, je n'ai pas cherché à en monter un autre. Ça va, j'avais pris ma claque, ça suffisait. Et j'avais fort du fric, en plus, j'avais pas les moyens. Et j'ai pas envie d'aller vers la campagne, autour du cul du monde, sans un rond, sous prétexte que je dois habiter avec des gens, quoi. Non, c'est à un certain âge, t'as aussi besoin de... Tu sais, quand on cherchait, par exemple, quand t'es vieux, t'as des conditions que tu n'aurais pas posées quand t'étais jeune. On a cherché un certain nombre d'endroits. À combien l'hôpital se trouve à combien? Ce genre de questions. Le ravitaillement, il est où? Est-ce qu'on peut vivre sans voiture? Si tu peux plus conduire, comment tu fais? Il faut beaucoup de conditions. Il faut avoir des moyens. On peut tenter des expériences provisoires.
Par exemple, je vais volontiers dans des lieux collectifs, passer une semaine, 15 jours. Tu vois, il y a des lieux qui existent où je vais parce qu'on a des réunions, des choses comme ça. Mais je ne crois pas qu'on ait de solution. De manière générale, je ne pense pas qu'on ait des solutions de survie pérennes qui nous conviennent dans le monde où on est. Tout simplement. C'est pas que je sois pessimiste, hein. C'est que j'ai conscience de ce qu'est le monde où on est. Et que ça tourne au boudin, c'est la logique du truc. Je veux dire, j'ai pas pleuré, hein. Je sais que c'est ça. La misère des vieux aujourd'hui, page 30, écris-tu, et pas seulement la leur, c'est bel et bien la misère du monde capitaliste. Ah oui. C'est ce qu'il y a de redoutable en plus. Mis à part le fait que, évidemment, on meurt moins de faim qu'avant, hein. On ne peut pas dire que le monde, on meurt plus tard, on est soigné, enfin, on a beaucoup de chance, hein. Mais il fut une époque où les gens vivaient, enfin, où il y avait une collectivité. Le capitalisme a tout séparé. C'est-à-dire, autrefois, il y avait une collectivité ou villageoise ou de quartier, etc., où tu avais des prises en charge collectives. Je sais pas, j'habitais dans un bled où il y avait 2 cinglés, 2 fous de village. Mais ils étaient là. Personne ne songeait à les enfermer. Tout le monde s'occupait d'eux. Là, attends, t'as vu Yann Hano, il est en train de déconner là-bas et on y allait, quoi. Il avait après notre âge, on allait s'occuper de lui, enfin, il était un peu plus vieux que nous. Et il y avait cette solidarité qui existait pour les vieux aussi. Elle existait pour les enfants. En séparant tout le monde. Et le contexte urbain est le pire qui soit, quoi. La famille nucléaire, c'est la garantie de la misère à long terme. Comment veux-tu? Je veux dire, les vieux, ils se retrouvent tout seuls. Ils se retrouvent, on peut pas dire que les retraites soient... Et dans des sociétés plus primitives, le vieux, il est pris en charge, en principe. Sauf quand on l'emmène sur le haut de la colline, là, où on le met sur un arbre. Mais en principe, il est pris en charge, de manière logique. Dire, il y a plein de cultures où jamais tu mettrais ton parent dans une institution, par exemple. Tu le gardes à la maison. Mais parce que tu as une vie collective à la maison, parce qu'il y a toujours quelqu'un à la maison, parce qu'on vit à plusieurs générations, ou dans le même appartement, ou dans la même maison, ou dans un même immeuble. Mais Lola, ça ne nous coûterait rien que d'arrêter ce partage de la vie, comme tu dis, que le capitalisme nous compartimente, etc. Ça pourrait être gratuit de dire, finalement, soyons solidaires avec nos proches, avec notre voisin, etc. Il n'y a pas besoin de... On l'est, mais en même pas. Mais la vie actuelle ne permet pas de le faire. Les conditions de travail, les conditions de vie sont telles que je vois pas comment tu peux. C'est-à-dire que tu peux effectivement, dans mon immeuble par exemple, on a un problème, on essaie de le gérer ensemble. Mais c'est pas ça qui permet par exemple de s'occuper des vieux. Personne n'a le temps de faire ça. Personne n'a la possibilité. Il y a qu'à voir l'admiration qu'on suscite, mon pote et moi, en faisant les tuteurs de notre copine. On s'est beaucoup occupé d'elle, etc. Tout le monde est en admiration. Tu n'as pas le temps de faire ça. Les gens travaillent dans des conditions telles. Ils ne vivent plus les logements. Qui vit encore à plusieurs générations d'une même maison? À la campagne, parfois, ça existe. Mais c'est de plus en plus rare. C'est un mode de vie qui était plus rural, qui était plus collectif. Qui aujourd'hui laisse ces gamins je pense courir que dans les quartiers, je pense que dans certaines couches de la population, dans certaines couches sociales pauvres, par nécessité, il peut y avoir... Il peut y avoir. Mais c'est toujours, par exemple, tu ne trouves pas un endroit suffisamment grand mais c'est pour pas que un tout le monde choix. soit à l'aise. C'est pas un choix. C'est tout à fait imposé. Alors tu peux avoir le choix de garder la mamie à la maison. Il faut aussi encore avoir la possibilité pratique, avoir un logement assez grand. Et ça, vaut mieux pas être en ville pour ça, tu vois. Je connais, moi, des gens qui ont gardé leur grand-mère et sa mère à la maison. J'en connais, précisément. Je connais une fille qui dort depuis des années avec sa mère et pas avec son mari, tu vois. Parce que c'est la seule solution pour pas perdre sa mère de vue pendant la nuit. Si la personne a une chambre, à tout cas, elle va se tirer. Tu es obligé d'enfermer la clé, ce qui est insupportable. Elle dort avec sa mère. D'accord? Tu vois. Tu seras dans un village ou dans un endroit safe. Elle peut déconner. Bon, tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas le gaz, quoi. C'est tout. Le mode de vie moderne est complètement inadéquat à ça. Alors que bon, encore aujourd'hui, dans des pays, tu as toutes les générations qui sont ensemble, quoi. Et parfois, c'est de l'ordre de la contrainte. Il y a aussi ça. La fille qui est au service de sa belle-mère, c'est pas mieux, hein. Et ça, c'est non pas le capitalisme, mais le fonctionnement primitif des sociétés, coercitives. C'est même pas du patriarcat, c'est du matriarcat, là, mais il n'y a pas que le capitalisme, hein, qui crée ça. Mais par contre, les conditions de vie dans le monde du capital t'empêchent. Tu peux être solidaire, tout ce que tu veux, mais s'il faut s'occuper de quelqu'un en permanence, il faut qu'il y ait plein de gens pour faire ça.
Il faut que tu puisses dire à la voisine, là je me casse 1 heure, tu peux surveiller. Mais pour ça, il faut pas habiter dans des conditions où tu 50 portes fermées, par exemple. Il faut que toutes les clés... Ma mère a mis sa clé sous la porte. Quand elle était vieille, qu'elle habitait seule. Toutes les voisines débarquaient. Mais qui fait ça encore, aujourd'hui? Quelle vieille dame oserait mettre sa clé sous le paillasson? T'en connais, toi? À part ma mère, je l'aurais jamais connue. Il y a moi qui, dans la porte, souvent laisse sa porte ouverte sans s'en rendre compte d'ailleurs. Bon, on est inconscient, hein. Tu cites un sociologue américain que je ne connaissais pas, Christopher Lasch. Ouais, le livre La culture du narcissisme. Et voilà ce que tu dis de lui. Lasch poursuit en décrivant les 2 axes majeurs sur lesquels se déploie la lutte contre le vieillissement. Le premier repose sur l'idée que, ouvrez les guillemets, le grand âge doit être considéré comme une catégorie sociale et non biologique, et s'insurge contre l'intolérance manifestée par la société à l'égard des personnes âgées. L'autre considère la vieillesse sous l'angle médical et fonde de grands espoirs sur le progrès scientifique pour prolonger l'espérance de vie. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce passage? Alors, il faut monter un tout petit peu en avance. Le thème de Lasch, c'est qu'on est dans une société qui fait la guerre à la vieillesse. D'accord? Et donc, la vieillesse est mal vue. Il faut avoir l'air jeune. Tout le monde, on en voit tout le temps de ces vieux et de ces vieilles qui font tout. Et vas-y, je te botox, je te machin. J'aurai l'air jeune, il faut avoir l'air jeune. Il faut pas avoir l'air vieux, quoi qu'il arrive. Alors, je suis rien contre le fait de soigner son apparence, de ne pas avoir l'air vieux. Hein. Mais il t'explique qu'il a fait la guerre à la vieillesse en tant que catégorie sociale, quelque part. Hein, c'est comme ça que perdre son boulot peut être une catastrophe énorme, quoi. Bien sûr. Et donc, après, l'acte scientifique, c'est celui dont je parlais avec mon père, quoi. L'idée qu'on peut lutter. Et le premier, c'est quoi? J'ai oublié. Ah mince, attends, parce que j'ai tourné déjà la page. Ouais. Le premier repose sur l'idée que le grand âge doit être considéré comme une catégorie sociale et non biologique. Et il s'insurge contre l'intolérance manifestée par la société à l'égard des personnes âgées. Oui, parce que, contrairement à quand on parle de respect des personnes âgées, etc., on vit quand même dans un monde... Alors, on n'est pas dans le monde soviétique, hein, où, par exemple, une vieille dame ou un vieux monsieur qui prenait le transport aux heures de pointe se faisait engueuler. C'était pour les travailleurs. En Russie, battre la vieille était un sport national. On est en France, c'est pas notre culture. Malgré tout, il y a une espèce de mépris du vieux. À part ma grand-mère, bien sûr. Comme toujours, c'est toutes des salopes, sauf ma mère, quoi. Et c'est vrai que bon, le vieux con, la vieille conne, le machin, enfin... Alors, chose que nous ne subissons pas, ça j'en reparlerai, nous, dans notre milieu, j'ai beaucoup de chance. Mais... Christopher Lasch, que j'ai découvert par des copains américains par hasard. Hein. Je suis tombé là-dessus, il m'a dit, tu travailles sur la vieillesse, tu vas voir, il y a des belles pages. Il défend l'idée que dans le monde où on est, les vieux sont maltraités, quoi. Et puis la vieillesse elle-même, comme concept, est maltraitée. C'est pas bien d'être vieux. Il fut une époque où être un vieillard, le vieillard est grand. Être vieux, t'accordait une plus-value, une valeur ajoutée. Tu étais quelqu'un d'important dans la communauté, dans la société. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un miracle, il est vieux, il parle encore. Avec Armand, il est très vieux, il dit pas que des conneries. Oui, mais c'était aussi, d'une certaine manière, la rançon du patriarcat. Quand on parlait du patriarche comme de l'autorité morale suprême de la famille. Oui, mais les vieilles dames aussi étaient, tu vois, la figure de la grand-mère qui racontait des histoires, qui savait des choses. Enfin, tu vois, il y avait cette espèce... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens, les gamins sont élevés loin de leurs grands-parents, très souvent. Parce qu'il y en a qui ont des bons grands-parents, contrairement à d'autres. Mais ils sont élevés loin de leurs grands-parents. Ils ont pas... Il y a plus ces générations où les grands-parents t'apportent ça. Et il s'agit pas de respecter les vieux, c'est de les reconnaître pour ce qu'ils sont. Or, moi, j'ai une chance inouïe. Je suis dans un milieu politique où ça, c'est reconnu. C'est un bol pas possible. Hein. C'est-à-dire, OK Boomer, jamais on m'a dit ça, moi. Tous les bouquins que j'écris m'ont été demandés par des jeunes. Sauf, y compris celui-là, d'ailleurs. Sauf le troisième, là, qui est un peu un accident. Mais ces jeunes attendent... Enfin, on a vécu des périodes historiques. Et eux, ils sont hyper contents qu'on soit là pour leur raconter, quoi. Et ils respectent beaucoup ce que nous savons, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas m'engueuler quand ils ne sont pas d'accord avec moi. Hein. Il ne s'agit pas d'un respect stupide. Et c'est vrai que la société où on est, la vieillesse est traitée comme une espèce de tare. T'as l'air vieux. T'as vu comme il a l'air vieux? Ça se fait plus, quoi. Une époque où les messieurs étaient bien quand t'avais passé de signe de richesse, ils étaient un peu gros, ils avaient l'air un peu vieux, tu vois. Il y avait une valorisation du côté patriarcal, du vieux possédant, quoi. Et de la vieille, par contre, elle, c'était la vieille lubrique. Hein,
faut se rappeler quand même que... bon. Bien sûr. Mais il est vrai qu'on vit dans un monde où la vieillesse est devenue une espèce de contre-valeur. Alors qu'on va élire des présidents d'un âge avancé, enfin, etc. Je donne une information en direct qui est révélée par Eurial. Eurial, c'est notre modératrice. Elle a dû changer le titre de l'émission parce que tu sais, on est en direct sur Twitch et sur YouTube. Oui. Et YouTube n'a pas aimé le titre, le suicide assisté. C'est pas légal. Ce n'est pas légal. Je te rappelle que c'est un délit. Oui, mais on peut parler de tout. Alors, le suicide est autorisé en France depuis la Révolution Bon, française. attends, on va y venir. C'était juste pour dire voilà, que les gens qui nous suivent sur YouTube vont revenir ici, Oui. mais ça a été coupé par le robot. Ah, c'est le robot. Hein, ils sont pas en train de se dire voilà. Alors, il y a des questions. Alors, c'est la première fois, je crois, de Femina Sapiens qui dit Madame. Qu'en pense Madame Miesserov? C'est assez rare qu'on dise Madame ou Monsieur pour les invités. Je ne sais pas ce que ça signifie, ce que toi tu en penses. Mais bon, la question, je pense, va t'intéresser. On parle aussi des enfants de parents maltraitants qui sont obligés de payer pour leur prise en charge. Et tu en parles dans le livre. J'en parle. Ah oui, absolument. J'en parle dans le livre. Parce que le fait que l'État prenne pas bien en charge les vieux, les enfants sont également obligés de payer. Tu as une obligation alimentaire vis-à-vis de tes enfants et vis-à-vis de tes parents. La loi française, c'est ça. Or, régulièrement, et il n'y a pas longtemps encore, se tapent des scandales où des gens qu'on a retirés à leurs parents pour cause de maltraitance, et parfois très cruelle, très dure. Hein. Je parle pas de la DAS qui t'enlève parce que ta mère, elle est un peu brinzingue. Je parle d'enfants qui ont subi des tortures. Bien sûr. Hein. Eh bien, ces enfants-là, on leur réclame le prix de la pension à l'EHPAD de leur mère. Alors, il y a eu des procès, parce qu'en général, souvent, ce sont des gens qui sont pas très riches. Il y a eu des avocats qui s'en sont occupés il y a un certain nombre d'années maintenant. Les premiers procès a été gagné par la femme qui contestait. Donc, ça va faire jurisprudence. Mais ça ressurgit il n'y a pas longtemps, il y a une nouvelle histoire. Ça, c'est vraiment une saloperie sans nom, cette obligation alimentaire. Alors là, Valka, que je salue, nous dit que l'obligation alimentaire vient d'être abandonnée il y a une semaine. Hein? C'est vrai? Attention, là, il y a Valka qui joue son honneur. Il va falloir sourcer cette histoire. Bien. On va sourcer ça, non, et puis on va voir. Si voilà. C'est ça. Alors, si c'est ça, d'un côté, c'est dégueulasse. Parce que tu peux avoir des vieux qui ont élevé leurs enfants, qui ont tout fait, et les autres, ils laissent tomber. Et donc, que ça soit légalement obligé, j'oubliez-moi, la loi, je l'emmerde, donc ça, je m'en fiche. Mais le devoir moral de t'occuper de tes parents, s'ils ont été de bons parents, sinon tu dois rien à tes parents. Hein. Tu leur dois que quand ils ont été chouettes avec toi. Par contre, si c'est abandonné, et que tous ces gens qui n'ont aucune raison de s'occuper de leurs parents ont le droit pour eux, c'est quand même vachement bien. Femina Sapiens dit que c'était tout à fait respectueux, mais c'est comme ça que j'avais pris le madame. Ah, mais à mon âge, on s'habitue. La première fois qu'on m'appelait madame, j'avais 28 ans. Et là, j'ai piqué une crise. On m'appelle madame, j'ai 28 ans. Maintenant, j'y suis habitué. Bien que... Et alors, en plus, depuis très longtemps, ma mère, qui était féministe, avait décidé que mademoiselle n'était pas de mise. Et donc, elle m'écrivait Madame Miesserov. Et je t'écris à toi-même, elle dit, on dit plus mademoiselle, bon voilà. Oh, la famille. Je me suis jamais marié. Hein. Mais t'as jamais marié, j'ai toujours été mademoiselle. Je dirais que les grandes stars et les grandes danseuses sont mademoiselle jusqu'au bout. Je revendique, mais je m'en fous qu'on m'appelle madame. Pourquoi pas? En finir avec la dictature des apparences. Alors là, on sent que c'est le chapitre, tu t'es fait plaisir. Non? Oui, bien sûr. Alors vas-y, raconte. Non. On peut toujours déconner. C'est ça l'idée. Mais pas seulement. La dictature, c'est autre chose. Bon, ça, c'est non, autant pour moi, oui. La proposition a été rejetée, désolé. Voilà. Donc l'obligation alimentaire n'a pas été abandonnée. C'est bien qu'on en parle, parce que c'est un vrai sujet. De réagir comme sujet de société, comme on dit. Absolument. Il faudra revenir dessus, il ne faudra jamais lâcher le morceau là-dessus. Il y a des gens à défendre là-dessus, certainement. Heureusement qu'il y a des avocats qui veulent bien s'en occuper, parce qu'il n'y a pas de fric en jeu tellement. Hein. Donc, faut vraiment vouloir le faire. On a été aux apparences, oui. Alors, ça, c'est aussi un truc de masculin-féminin pour beaucoup, en grande partie. Oui. Et chez les homos masculins, c'est pas résolu du tout cette question-là. Quand tu es une femme, bien que j'ai pas été très programmée femme, moi, je suis assez dégenré comme éducation. Mais en général, à femme ou homme d'ailleurs, il y a le souci de séduction. Et quand tu es pas une très jolie femme, ce qui était mon cas quand j'étais jeune, j'étais petite, j'étais ronde, enfin, j'étais rigolote, j'étais intéressante, mais j'étais pas une jolie fille. Hein. Ce qui m'a foutu des complexes pas possibles quand j'étais jeune, etc. Bon.
je vais pas raconter ma vie, mais il y a un moment, Non, il y a des livres délicieux pour ça. il y a un moment où, Notamment Fille à PD. il y a un moment où tu t'en fous. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, t'es plus sur le marché de la séduction, comme on dit, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais tu n'as plus besoin de plaire. Après, il y a les conventions, s'habiller dans certaines conventions. Alors moi, ces conventions-là, je les ai subies quand je travaillais. Effectivement, j'avais des tenues de travail, quoi. Et donc, j'avais pas à m'habiller n'importe comment. Et s'habiller comme on doit s'habiller à son âge. Alors ça, merde. Merde et merde. On s'habille comme on veut. C'est-à-dire, un jour, je me souviens, j'avais quand même pas 50 ans, tout juste. Et j'avais une robe un peu courte. Et il y a un copain qui me dit, tu trouves pas que c'est un peu jeune? La mère Macron, elle porte ses mini-jupes. Hein. Ça la gêne pas. Et franchement, enfin, il y a des codes vestimentaires qui vont dans les milieux, tout le monde n'a pas les mêmes. Mais il y a d'une part cette histoire de séduction où tu dois t'habiller pour te mettre en valeur. Et ça, c'est très français en plus. Très, très français. À l'époque punk, les Anglaises, c'est des trucs qu'aucune fille française n'aurait fait. Se raser le crâne quand t'as une grosse vilaine tête, par exemple, elle le faisait. Hein. Et il y a vraiment tout ce souci du paraître. Alors, chez moi, il a jamais été exacerbé. Mais c'est tellement bien de s'en foutre complètement. Je veux pas dire que ça a été un esclavage chez moi. Mais chez beaucoup de femmes, ça l'a été. Et puis d'être comme il faut. Comme il faut, comme on disait en un seul mot. Hein. Et bon, mais moi, j'en ai jamais rien à foutre. Alors là, c'est pire que tout. Et moi, si vous voulez, ça va pas... Je me suis pas libéré de manière formidable. Mais par contre, je connais plein de femmes qui maintenant s'habillent comme elles veulent. Et ça. Et personne ne peut leur dire, ni leurs enfants, ni leurs mecs, ni... t'as vu de quoi t'as l'air, mais comment tu portes un décolleté à ton âge, enfin, et merde, quoi. Et ça, il y a un âge où on s'en fout, voilà. Vieillir n'est pas en soi une affaire plaisante, mais il faut reconnaître, écris-tu page 42, que la vieillesse procure aussi des avantages et des joies nouvelles à qui veut bien s'en emparer. En plus du temps enfin disponible, elle nous propose un autre cadeau, celui de ne plus se préoccuper du jugement d'autrui, tu viens de le dire. C'est ce qui autorise nombre de retraités à se lancer dans des aventures nouvelles et parfois un peu folles qui laissent souvent leurs enfants éberlués. Ah, je me suis dit, tiens, elle parle de moi là, parce qu'effectivement, autour de moi, je dis des trucs, je me dis, tiens, c'est curieux. Et là, je viens de comprendre. En fait, ce que tu dis, c'est que la vieillesse est une libération. Une autre libération est possible en vieillissant. Ça te libère pas de tout, et ça a d'autres contraintes. Bien sûr. Même intellectuellement, hein, par exemple. Intellectuellement, tu as toujours l'impression que t'es pas à la hauteur, etc. Moi, dans le milieu théorique que j'évoluais, il y avait quand même des pointures. Et j'aurais jamais osé. J'écrivais toujours collectivement. Voilà, des articles, des petites choses. Et là, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on pense de ce que j'écris. Enfin, je dirais, les jugements disant, mais théoriquement, c'est pas juste, ou tu te trompes, ou je sais pas quoi. Oh, et dis donc, Lola, c'est pas toi qui m'as envoyé un email hier en me disant, oh, ma première recension Ah oui, non, d'un blog. je me fous pas que les gens aiment ce que j'écris. Je me fous de la censure qui porte sur la justesse théorique, sur des choses comme ça. Voilà. Intellectuellement, j'ai plus de complexe. Et il y a une liberté, et je vois aussi une liberté de... Enfin, chez plein de vieux, on voit des choses qui font des trucs absolument extravagants pour leurs enfants. Alors, ce qui est marrant, à quel point les gens les plus progressistes deviennent réacs quand il s'agit de leurs parents. Hein. Tu vois, tout d'un coup, alors, il y a plein de films, plein de bouquins sur le sujet. Hein. Moi, j'ai pas d'enfant, donc personne pour me juger. Hein. Mais je vois bien, quoi. Mais t'as vu ma mère, ce qu'elle fait. Elle va dans un cours de danse de je sais pas quoi. Moi, je fais de l'aquagym. J'appartiens à un groupe d'aquagym. Et là, je vois plein de nanas qui font un tas de trucs qu'elles n'auraient jamais fait avant parce qu'elles ont du temps. Parce qu'elles ont de quoi bouffer. C'est quand même important. Et c'est pas forcément des filles riches. Il y a une possibilité, comment dire, on dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit, par exemple. Alors moi, mon complexe, c'était plutôt de ne pas être à la hauteur théorique. Mais pour d'autres, c'est dire des choses plus audacieuses, quoi, tout simplement. Qu'elles n'auraient pas dit, parce que bon, quand même... et même dans les milieux de gauche et d'ultra-gauche, d'extrême gauche et autre-gauche, t'as quand même toujours eu une espèce de précaution à ce qu'on disait, notamment chez les femmes. Notamment. L'idée que peut-être... les mecs ont toujours raison, etc. Alors moi, j'ai toujours été une grande gueule, donc j'ai échappé à ça. Mais néanmoins, il y a une libération de la parole aussi. Pas que du physique, quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, il y a aussi cette idée, ce chapitre est traversé par quelqu'un que j'adore, et toi aussi, Jacques Brel. Dans sa sublime Chanson des vieux amants 1967, Brel dit «
Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Et cela sonne comme... Attends, là, j'ai tellement corné ton bouquin. Cela sonne comme un défi à mon oreille. J'espère bien avoir eu ce talent, mais que représente ce défi? Tu te poses toi-même la question, je te la retourne. Donc, c'est quoi ce défi? Alors, c'est assez complexe parce que quand on dit, quand on dit que devenir vieux sans être adulte, pour moi, c'est le rêve, quoi. Et que veut dire adulte? Adulte, ça veut dire raisonnable. Adulte, ça veut dire faire Convenable. les choses qu'il faut faire. Ça veut dire plein de choses comme ça. Et donc, le défi, c'est de garder son esprit, son corps et son esprit disponibles à tout ce qui passe, tout ce qui se passe qui peut t'intéresser. Alors, moi, j'étais une grande admiratrice de Witold Gombrowicz, de Ferdi Durk, qui est un livre que je recommande à tout le monde, qui parle justement de rester à cet état d'adolescence au niveau intellectuel, de sa vie et du reste. Ce qui ne veut pas dire devenir irresponsable, devenir crétin et chanter rien n'a changé, machin, je sais pas quoi. Ce qui ne veut pas dire l'adolescence, c'est horrible. Voilà, Horrible, dégueulasse. tu cartonnes l'adolescence. Voilà. En revanche, garder cette jeunesse d'esprit en soi, et la garder toute sa vie, pouvoir encore déconner, blaguer. Mes parents étaient comme ça. Je sais, mon père faisait des blagues invraisemblables. Il a monté, il mystifiait les gens. Enfin, pouvoir rigoler, pouvoir, comme des gosses le font, pouvoir jouer encore. Jouer notre esprit, jouer notre corps si on peut. Enfin, ne jamais accepter. Mais ça fait longtemps. C'est-à-dire que c'est pas en devenant vieux que je m'en rends compte. J'ai toujours prôné le fait de ne pas devenir un adulte. Et donc c'est vrai que c'est autour du mot adulte que ça tourne. L'adulte raisonnable et bien comme il faut. Et même quand ces gens sont parents, tu n'es pas obligé de tes gosses en étant toi une espèce d'été noir, quoi. Et l'adulte est la figure la plus redoutable que je connaisse. Et Gombrowicz m'a beaucoup instruit dans ce domaine-là, je dois dire. Tu dis jouer avec son corps, et c'est justement le chapitre qui suit, celui sur de la sexualité en milieu vieillissant. Donc là, évidemment, on voit le petit clin d'œil. Et tu nous dis, eh ouais, les amis, bonne nouvelle, la liberté sexuelle n'a pas d'âge. Alors, je rappelle que tu as été une éminente membre, puisque tu ne veux pas dire militante, du phare. Ah, j'ai pas été éminente du tout. Oh si. Ah non, non, Bon, c'est des légendes qui se font après. Pendant que le phare existait, moi j'étais très mineur. Par contre, on est sorti du phare, on a continué une activité phariste, je dirais, mais de notre côté. On est sorti Voilà. parce que les petits chefs nous détectaient et tout. On est sorti de l'AG parce que le phare, c'est pas d'organisation. Et puis j'ai été élevé par des militants. Je vous rappelle quand même que j'ai été élevé par des militants de la liberté sexuelle. Hein, ça compte beaucoup. J'ai été élevé par des gens qui me disaient que c'était libre et tout. Alors qu'est-ce que c'est que la liberté sexuelle quand on est vieux? Ça peut être deux choses différentes. On est quelque part soumis à deux types de dictats contradictoires. Le premier dit, les vieux qui baisent, c'est dégueulasse. Comment ils baisent encore à leur âge, c'est dégueulasse. Hein. Bon. Et puis quoi, ce vieux qui d'un coup, cette vieille qui d'un coup se trouve un amant, une maîtresse, plus jeune, mais comment, enfin bref. Et puis de l'autre côté, il y a le dictat de la société tout entière qui pèse sur tout le monde, et pas que sur les vieux, c'est que pour exister en tant qu'être humain, pour se réaliser en tant que social, il faut avoir une activité sexuelle. Et ça, les jeunes et les vieux en souffrent de ça. La vraie liberté sexuelle, c'est d'avoir ou pas la sexualité comme tu en as envie. Et on voit tous ces jeunes qui, ah, mon Dieu, mais moi j'ai pas, enfin, et ça produit ces horribles choses comme les incels ou des monstres en tout genre. Parce que le diktat de notre société, qui est un truc relativement récent, c'est... Alors, incel, c'est les célibataires involontaires. qui sont des masculinistes anti-femmes, parce Voilà. qu'ils accusent les femmes de ne pas vouloir d'eux et que c'est pour ça qu'ils sont célibataires. Voilà, et qui vont tuer tout le monde. Ils sont complètement fous. Hein. Mais si vous voulez, ce diktat de « il faut baiser pour exister », mais qui a décrété ça? Je fais si je veux et pas si je veux pas, quoi. C'est ça la vraie liberté. La liberté sexuelle, c'est pas de baiser à couilles battues, comme on disait. Hein. C'est de pouvoir le faire ou pas le faire. Et les vieux, soit on leur interdit, soit on les enjoint. Rencontre quelqu'un, et la bonne femme qui toute sa vie s'est tapé un mec épouvantable, qui enfin est mort. Elle a pas envie de se retrouver un autre mec. Hein. Ni une gonzesse, ni personne. La question se pose pas, quoi. Et donc, on n'est pas obligé d'être en couple pour vivre non plus. C'est aussi un diktat, ça. Ah, il est tout seul, elle est toute seule. Et ça, sur les jeunes, ça pèse terriblement. Le fait d'être tout seul, c'est mal vu. Le fait c'est quoi cette histoire? Et sur les vieux, ça pèse aussi, fortement. Donc, j'en parle du point de vue des vieux, puisque maintenant je suis vieille, mais c'est un truc qui est général dans la société. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très mal admises, quoi. Et d'autres, au contraire, on vous pousse à tour de bras. Et tu évoques aussi la pornographie qui peut surfer à l'inverse sur ces questions-là.
enfin à l'inverse, où les MILF, Ah oui, c'est autre chose. Alors ça, c'est l'histoire de femme, voilà. Alors être une femme, dans le monde où on est, on sait que c'est pas facile. Être une femme libérée, c'est pas toujours facile, comme chantait l'autre. Euh, et je crois que mon comme précédent commence par une phrase qui dit, grosso modo, on n'est pas femme libre, on peut le devenir. Mais c'est encore plus facile quand on vous a tracé le chemin. C'est un peu la première phase de ce livre. Et aujourd'hui, il y a toujours eu une opprobre sur les vieilles femmes qui se rencontraient des jeunes garçons ou des jeunes gens. Ça a toujours été la figure de Mme Putiphar, de la vieille lubrique, c'est Phèdre, enfin il y a des milliers de bouquins sur le sujet, de la sorcière. Enfin. Alors, dans le monde où on est, la vieille qui a trouvé un vieux mec qui a une jeune femme, ça commence maintenant à être mis en question. Mais c'est relativement récent. Hein. Regardez encore aujourd'hui dans les films ou les séries télé ou n'importe quoi, la différence d'âge qu'il y a entre le mec et la fille. C'est incroyable. Quand on regarde objectivement la différence entre les deux acteurs, alors ça a toujours été la société bourgeoise, il fallait que le mec soit un peu plus vieux, parce qu'il fallait qu'il ait un peu de pognon, ou bien c'est un travailleur, il travaillait bien, il fallait qu'il trouve une femme qui soit socialement compatible avec lui. Et elle devait être plus jeune, parce que pour produire des enfants, il faut être jeune. Et quant aux femmes, alors là, moi qui ai vécu avec des garçons plus jeunes aussi dans ma vie, je l'ai vu de près. Hein. Un jour, mes amis ont reçu un message où on parlait de la grognasse qui te sert de mère. On avait 17 ans de différence. C'est très scandaleux. Et quant à sa mère, elle lui a demandé, mais qu'est-ce qu'elle te trouve, cette femme? C'est encore pire. Cruauté rare. Et donc, sont créées des figures. Et je raconte une anecdote qui m'est toujours restée. Alors, à un moment donné, la mode, c'était de parler des cougars. Ah oui, cette scène dans le bar, là. C'est trop beau. Les cougars sont donc des femmes plus âgées qui se tapent des jeunes gens. Et pas forcément pour du fric, parce que le gigolo a toujours existé, c'est autre chose. Mais quand t'es pas riche, bon. Et un jour, on avait peut-être la soixantaine, avec mon ami qui depuis a perdu la tête. On boit un coup à la Liberté, qui est un bar qu'on aimait bien, on avait des habitudes. Puis il y avait deux jeunes gens, mais ils avaient 18 ans, 19 ans, enfin, des gamins. Et puis ils nous regardaient depuis Et c'était quand? Juste pour... C'était il y a maintenant 12-15 ans peut-être. Donc tu as 65 ans. Oui, ou peut-être un peu... Bon, enfin, bon. Voilà. 60. Et ma copine, pareil, quoi. Et peut-être on avait un peu moins, peut-être c'était à 20 ans. Enfin, en tout cas, j'étais d'entre 55 et 60 à tous les coups. Et ça mène en tortillant de cul comme ça. Mesdames, est-ce que vous êtes des cougars? Avec un regard extasié. Ah, ma copine ne savait pas que c'était une cougar en plus. Moi, j'avais vu ça là. Et on aurait dit qu'au-dessus de notre tête, il y avait vu à la télé, quoi. Et alors, je leur dis, ben non, on est juste venu boire un coup. Oh, on est désolé. Puis c'est ça, ils nous regardaient avec tout d'un coup, on devenait désirable. Bah, des gamins. C'est quoi cette histoire? Et puis, évidemment, alors, la MILF, ça, c'est une femme qui n'est pas si âgée. Parce qu'effectivement, comme le dit, le meilleur bouquin sur la vieillesse que je connais, c'est celui de Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir parle de l'appétence de certaines jeunes filles pour des vieillards. Et elle savait quelque chose, le Sartre, il avait le chic quand même. Bon. Et elle parle donc de cette gérontophilie des jeunes filles, mais elle dit ça n'existe pas chez les becs. On peut très bien désirer sa mère, mais pas sa grand-mère. Et la MILF, c'est la mère de famille. C'est-à-dire, tu es plus jeune, mais elle a encore un âge à la pleine maturité. Alors que ta grand-mère, là, c'est mal vu. Hein. Et en revanche, quand on est homosexuel, la donne n'est pas la même. Et je me suis posé la question. Jean Marais et Jean Cocteau sont restés un couple mythique de garçons. Pourtant, il y avait une sacrée différence d'âge. Personne n'avait songé à dire, mais c'est horrible comment Cocteau a séduit ce garçon. Enfin bon. Muriel Robin et sa compagne, qui est peut-être mais sa femme, elles ont 16 ans ou 17 ans de différence, je sais plus. Ça choque personne. Parce qu'au centre de tout ça, quand même, qu'est-ce qu'il y a? C'est la foutue procréation. Ils vont pas faire des bébés, comme on dit. Ben non. Parce que quand une femme n'est plus en âge de procréer, ben elle sert plus à rien. Et donc, elle est censée être sexuellement inactive. Parce que malgré tout, au fond, ce fond judéo-chrétien de la femme qui a des relations sexuelles pour procréer, ça reste quand même un truc central, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Absolument, absolument. Dans ce chapitre, on pourrait dire que tu défends Brigitte Macron.
Oui, pas Brigitte Macron en tant que telle, bien Non, sûr. bien sûr. Donc je vais citer le passage. C'est une amie à toi, une jeune amie à toi, qui vit dans le Sud et qui va se faire chambrer et traiter d'intello sur le rond-point des Gilets jaunes qu'elle occupe. Elle est gilet jaune elle-même. Parce qu'elle s'est indignée de la banderole Macron baise ta vieille, pas les vieux, pourtant bien au degré zéro, pourtant bien au degré zéro de la critique politique. Bah, c'est de commun. Enfin, je n'ai aucune sympathie pour le couple Macron, on peut l'imaginer. Oui, Mais c'est marrant, on peut l'imaginer. c'est peut-être même la chose sympathique qu'il peut y avoir chez Macron, c'est ça, quoi. Un truc atypique. Mais non, d'un chien, qu'est-ce que ça peut leur foutre, je veux dire. Je trouve scandaleux qu'on attaque Macron là-dessus. Il y a tellement de choses où l'attaquer. Mais là, c'est peut-être la seule chose pas normale qu'il ait faite. C'est le seul moment où il a peut-être dérapé de son destin bourgeois, quoi. Il tombe amoureux gamin. Peu importe leur histoire, je m'en fous de leur histoire. Bien sûr. Et dans le principe, Bien sûr. je trouve ça épouvantable, je veux dire. Maltraiter des femmes, et regarde, maintenant, on prétend qu'elle est trans. Alors évidemment, j'ai rien contre les trans, on peut l'imaginer. C'est quand même je suis assez impliqué, j'irai dans la cause trans. Mais par contre, décider qu'elle est trans parce que c'est pas normal qu'il soit avec cette vieille, beaucoup plus vieille que lui, mais c'est dégueulasse. Et puis c'est une connerie rarissime surtout. Je veux dire, il y a bien autre chose à dire sur Macron que ça. Hein. Bien sûr. Franchement, bien sûr. S'attaquer à ça, je sais pas quoi c'est. C'est nul, je dirais. C'est nul, c'est bas. Et quand ma copine dit, ça va pas les mecs, t'es un tel autre, mais quel rapport? Elle est toujours pas remise, moi non plus d'ailleurs. Je trouve ça absolument. Et puis ça montre bien les projets de la société, quoi. À l'inverse, il aurait un vieux mec des cotes à Chopin, comme on dit une jolie petite fille. Oh bravo, t'as vu la gonzesse qui s'est trouvée. Ah ça oui. Le mec, il a 50 berges, il sont une minette de 25 balais. Et en plus, elle amoureuse de lui, parce que si elle est intéressée, si le mec est riche et célèbre, bon, c'est moins intéressant. Mais moi, j'ai des amis dont les couples à 30 ans de différence, et les filles sont éperdument amoureuses du mec qui a 30 ans de plus. Hein. Là, mes amis viennent de perdre son compagnon, elle est complètement perdue, quoi. Ils avaient 30 ans de différence. Alors, par contre, lui, on a dû dire, putain, il a chopé une sacrément belle fille. Hein. L'inverse. Non mais attends, c'est pas possible. Pourquoi lui sera amoureux d'elle, enfin? Elle le paye, c'est du prestige, c'est quoi? C'est comme si un homme pouvait pas aimer une vieille femme beaucoup plus âgée que lui. Comme si s'il aimait une femme de cet âge-là, il était éminemment suspect, voire pervers. Alors que l'inverse, même si maintenant avec MeToo et tout, on commence à le mettre en cause, mais une fait qu'une jeune femme soit amoureuse d'un vieillard, ça passe muscade. Hein. C'est quand même dégueulasse, non? Bon, il se trouve que si une jeune femme ou un jeune homme me déclarait sa flamme, j'en serais ravi et ému, je ne me demanderais pas que la perversion se cache derrière. Bien sûr. Alors, on va passer à la deuxième partie du livre. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. La mort en liberté. Mais d'abord, Nayan, qui est en régie, va préparer un petit... quelle justesse. Merci de votre analyse, te dit Roland. Voilà. Un petit extrait, c'est donc quand on s'est vu à la manif, c'était... Place de la République, le 10 septembre. Du 10 septembre. On te voit, je te vois, je viens vers toi, et on va voir ce qui se passe, et ça va nous amener à la deuxième partie. Alors, bon, vas-y. Non, oui, excuse-moi, Naïa. On se tourne. Figure-toi, Lola, c'est la première fois que nous avons un écran de retour où nous allons voir ce que tout le monde voit en même temps. C'est extraordinaire. J'arrive juste pour ça. Exactement. Bravo. Merci. Bravo. Vieillir sans temps mort, mourir sans entrave. C'est un manifeste de désobéissance sénile et c'est chez Libertalia et ça sort le 3 octobre. Et tu es donc Lola. Nié-Séroph. Magnifique. Et il me semble que lundi, tu manifestes devant le palais de justice, non? Oui, à partir du 15. Alors tu peux nous dire pourquoi? À partir du 15, nous avons l'association Ultime Liberté, défense et militants qui sont accusés pour avoir acheté des produits létaux à l'étranger. On est pour le suicide assisté et la liberté de mourir quand on veut. Et on passe en jugement pour ça. Et donc on défendra nos camarades. J'ai un tract ici. Soutien aux militants d'Ultime Liberté. Ultime Liberté, c'est l'assaut. La plus radicale d'association pour le suicide assisté. Et c'est la plupart. Il y a des militants du choix également qui passent en procès. Mais le gros, c'est Ultime Liberté. Ce sont des vieillards. Et ils ont passé en procès pour avoir acheté des produits létaux.
comme s'ils étaient des dealers de drogue. Alors, en deux mots, la loi, il y a une loi mais les décrets d'application n'ont pas été signés, je crois, c'est ça. Hein. Et là, elle va sauter avec le départ de Bayrou ou pas? On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce dont on est sûr, c'est que cette loi, de toute façon, elle implique qu'on soit extrêmement malade et souffrant pour avoir le droit de mourir. Autrement dit, on te laisse souffrir jusqu'au bout, et quand vraiment on ne peut plus souffrir, tu as le droit de mourir. Donc c'est pas du tout ça qu'on cherche et qu'on veut, bien sûr. Voilà, on était claqués, c'était la fin de la manif, il pleuvait, t'avais une patate d'enfer comme d'habitude, tu n'avais plus de voix et ton coiffeur t'a engueulé, manifestement, en te disant qu'est-ce que c'est que ça, et là, tu t'es faite toute belle pour venir. Il y a un truc que je voudrais commenter là. Oui, vas-y. Il y a quelqu'un qui dit, on parle, par exemple, Macron, d'une femme qui a relationné avec un adolescent sans sensibilité professionnelle, par contre, là-dessus, il y a problème sur le plan global. Alors, d'abord, rien ne prouve qu'ils ont relationné quand elle est sa prof de théâtre, elle n'était pas sa prof de machin. Et puis, on a l'affaire Russier quand même, dont on n'a pas parlé. Il y a un précédent là-dedans. Et donc, c'est des conneries, quoi. Bon, alors, on revient... Alors, sur le petit extrait, il y a effectivement une phrase qui a un peu choqué 2-3 personnes et qui visiblement choque aussi, c'est le fait que tu dises comme si c'était des dealers de drogue. Et donc là, certains... Alors j'ai rien contre les dealers de drogue. Voilà. Voilà. Mais effectivement, là, dans le flot... J'ai rien contre la drogue, ni contre... Enfin, si j'ai beaucoup contre les dealers de drogue, en tant que marchand, grand marchand et compagnie, je suis pas la copine des cartels de Sinaloa, mais j'ai rien contre la drogue, je le dis dans tous mes livres, et rien contre les dealers de drogue. Simplement... c'est d'ailleurs s'ils ont eu contre eux en partie civile l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens, c'est porté partie civile contre eux. Ça dit bien que c'est ça, il s'agit de drogue au sens propre du terme. Et ils ont été perquisitionnés, c'est comme ils avaient été chercher de la coke chez eux, quoi. C'est ce qu'ils trouvaient du pentobarbital. Donc évidemment, j'ai rien contre les dealers et rien contre la drogue. Je suis pas anti-drogue, je le dis tout de suite, ça serait de très mauvaise foi. Voilà. Alors, donc, c'était pour préciser. Donc là, on arrive à cette partie, la mort en liberté, suicide et euthanasie. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire en deux mots les différentes... Il y a différents mots pour parler de ce moment-là. D'abord parce que les pays ne sont pas au même niveau. D'ailleurs, ça, on va en parler. C'est absolument incroyable, la différence en Europe même de ce qui peut se passer. Mais toi, tu emploies quel terme? Suicide assisté? Alors, il y a différents termes pour différentes choses. Ce n'est pas la même chose. Oui. L'euthanasie, c'est quand tu es malade. Quand tu es malade, et c'est la mort douce, l'euthanasie. Hein. La mort douce qu'on te donne quand tu es malade. Elle peut être active ou passive. La passive, c'est on arrête de te soigner. Et c'est ce qu'autorise la loi de Leonetti. C'est-à-dire qu'on te débranche et on attend que tu meurs. L'active, c'est quand on t'injecte un produit qui va t'aider à passer le cap. Alors la morphine qu'on te donne, elle est entre les deux. Elle est censée pas être active et la loi Claes-Leonetti autorise de donner des antidouleurs, même si le risque vital est en jeu. On peut te faire mourir avec ça. Le but n'est pas de te faire mourir, mais que tu arrêtes de souffrir. Ça, c'est l'euthanasie. Le suicide assisté, c'est autre chose. Et ça dépend du niveau d'assistance et de quoi on parle. Alors, il faut être très prudent quand on parle de suicide assisté, d'abord. La première chose est de loi. Ça, on en reparlera. Il faut faire très attention à de quoi on parle. Parce qu'il ne s'agit pas d'éliminer les gens non plus. Il ne s'agit pas d'autoriser qui que ce soit à éliminer les inutiles. Enfin, c'est Hitler qui faisait ça. Hein. C'est pas ça dont il s'agit. On en reparlera. Alors, le suicide assisté, c'est quand, d'une manière ou d'une autre, tu aides quelqu'un à mourir. Alors, ça peut être écrire un bouquin comme Suicide mode d'emploi, que Claude Guillon avait écrit, ça. Donner des recettes par écrit. Aujourd'hui, il y a la pilule douce, qui est un truc sur lequel on peut s'abonner quand on a plus de 50 ans, qui donne ce qu'on applique, en fait, toutes les recettes. Hein. Apprendre à comment. Là, tu vas un petit peu vite. Suicide mode d'emploi, ça sort au milieu des années 80. Voilà. C'est une vente astronomique de livres et un scandale. Je crois que le livre est interdit, d'ailleurs. Ils ont eu un procès, oui. Ils ont eu un procès, le livre est interdit. Parce alors, ils ont eu des procès parce que, notamment, on a trouvé des gens morts avec le bouquin à côté d'eux. Voilà. Qu'il avait utilisé. Et ces recettes-là, quand j'ai cherché pour ma mère, d'ailleurs, premier réflexe, c'était d'appeler Claude Guillon, un des auteurs. Il m'a dit, nos recettes sont périmées, ça ne te servira à rien. Et j'ai pas actualisé. Aujourd'hui, je sais plus ce qu'il faut faire. Donc, tu as différentes manières. T'as assisté, ça veut dire aider quelqu'un à le faire. Alors, il y a différents degrés. Moi, j'ai aidé ma mère physiquement à le faire. Tu peux seulement... Ce que fait l'association Ultime Liberté, c'est fournir des informations. Te dire comment, ce qu'il faut...
Comment s'y prendre? Et là, ils ont été condamnés parce qu'ils ont donné l'adresse de là où acheter le produit au Mexique. À l'époque, c'était au Mexique. Avant, c'était en Chine. Et donc, la condamnation, c'était eux, ils avaient importé des produits pour eux-mêmes. Et ils avaient donné l'adresse à d'autres gens. Et donc, c'était comme si, je sais pas, on te file un Uber Sheet pour appeler ton dealer, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Donc là, il s'agit de suicides, de gens qui eux-mêmes vont prendre un produit. Alors, en Suisse, où tu as le suicide assisté, par exemple, tu tournes la molette, toi-même. Ou tu bois le produit, ou tu tournes la molette d'un truc qui est en perf et qui va te balancer, quoi. C'est la personne qui fait le geste. Le suicide, c'est quand toi-même tu fais le geste. Est-ce que, par exemple, le fait de faire le geste fait que certains ne le font pas et finalement ne se suicident pas? Qu'est-ce qu'on appelle faire le geste? Eh ben, celui-là. Décider de le faire. Tu sais, il y a une chose qui est très soulignée à propos du procès qu'on vient d'avoir, c'est qu'il y a plein de centenaires dans l'association Ultime Liberté. Il y a plein de gens, en fait, qui se procurent un produit pour mourir quand ils veulent, mais qui l'utilisent pas. Ça les rassure de l'avoir. Tu sais que si vraiment ça va très mal, tu peux partir. Avant qu'on t'embarque à l'EHPAD de force, avant que tu sois complètement foutu, ou que tu perdes la tête, tu sais que tu peux partir. Savoir qu'on a la liberté de mourir, si on le souhaite, c'est un grand cadeau à faire à quelqu'un. Te dire, je suis libre, c'est pas dire que tu vas le faire. Ça ne veut pas du tout dire que tu vas le faire. Il ne s'agit pas de pousser qui que ce soit au suicide. Ça serait puni par la loi gravement. Incitation au suicide, c'est la cour d'assises. C'est pas la correctionnelle. C'est un autre tribunal, un autre jugement. Donc, effectivement, moi, je suis pour que chacun puisse choisir sa fin de vie. Mais en revanche, je suis complètement contre le fait qu'on pousse des gens vers la fin de vie. Hein, ça serait, comment on appelle ça maintenant, du validisme, c'est ça? Il y a un mot pour ça, je crois. Oui. Tu sais, bon, c'est vachement facile. En Hollande, il y a un truc qui m'a fait frémir. Ils discutaient d'un projet de loi qui autoriserait toute personne de plus de 74 ans, pourquoi 74, je sais pas, à décider de mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout le monde qui est autorisé. Si on met cet âge-là, ça veut dire t'es tu foutu à précises, cet âge-là. quel que soit son état physique et mental. Mais ça, moi, je suis d'accord pour le fait, quel que soit l'état physique et mental, tu peux vouloir mourir et tu peux le souhaiter pour un tas de raisons. Mais en revanche, quand on dit 74 ans, ça veut dire alors, le message, c'est de dire t'as 74 ans, t'as qu'à crever. Non, non, ça marche pas, quoi. Enfin, là, notre lutte, c'est pas ça. Et ma lutte, c'est pas ça. Ma lutte, c'est pour le mieux-être de tous. Et dans ce mieux-être, j'inclus le fait qu'on puisse être libre de partir quand on le souhaite, à condition de vraiment le souhaiter, de le décider soi-même et de le faire soi-même. Alors, aujourd'hui, quand il y a... parce que le faire soi-même, là, c'est la question de la liberté, parce que ce que tu expliques, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est le corps médical qui décide. Ça n'est pas... Non, il n'a même pas le droit. Hein. Il n'a même pas le droit, mais dans les faits, ça arrive. C'est toujours arrivé. Les médecins ou les infirmières ont toujours aidé les patients. Il y a toujours eu des gens qui avaient de l'humanité, comme on dit. Hein, et mais il y a aussi des mecs comme l'espèce d'anesthésiste là, qui tuaient des gens pour le plaisir sur la table d'opération. Ils ne demandaient pas à mourir. Hein. Il faut qu'on te le demande. Et quand la volonté... Par exemple, les gens qui ont perdu la tête, mon amie, j'aurais bien voulu moi qu'elle meure. Hein, mais elle peut pas me le dire. Je n'ai pas le droit de le faire dans ma tête. Jamais. Tu peux pas faire mourir quelqu'un qui n'a pas demandé, qui n'a pas souhaité et qui n'est pas constant. Bien sûr. Toute personne, enfin, il faut qu'il y ait une... Alors maintenant, aujourd'hui, on laisse en France des directives anticipées. Mais le médecin n'est pas obligé de les suivre. Il n'est pas obligé de les suivre dans un sens ni dans l'autre, d'ailleurs. Il y a le truc inverse en ce moment. Il y a un truc en procès. Parce qu'un mec a indiqué qu'il souhaitait qu'on le tienne en vie au maximum. Les médecins veulent le débrancher. Ça m'a dit non, il souhaitait être resté en vie jusqu'au bout. Ils veulent quand même le débrancher, tu vois. Il y a un jugement et une affaire en cours. Et pour l'affaire Vincent Humbert, c'était l'inverse. Tout le monde avait compris qu'il ne souhaitait pas devenir un légume. Bien sûr. Mais quand tu n'as pas de problème de santé, tu sais, on parle toujours des fameux amants du Lutetia, ou des différents couples qui se sont tués à deux romantiquement et tout ça. Mais tu peux un jour dire, moi j'ai pas envie de devenir vieux, impotent, etc. Marius Jacob, qui est quand même une figure d'anarchisme importante pour nous tous, un jour il a essayé qu'il avait fait ce qu'il avait à faire et que c'était fini. Il a mis une bouteille de vin au frais dans son frigo, laissé un mot avec un saucisson à bouffer pour ses copains, tué son chien, et s'est tué après. La veille, il a pris la précaution de passer la nuit avec une camarade pour avoir une dernière nuit d'amour, quoi. Il a décidé que son temps était fini et tout le monde a le droit de décider ça un jour. Dire, bon, j'ai vécu toute la vie, maintenant, je vais me dégrader, j'ai pas envie.
Il y a des gens qui, par exemple, adorent faire un tas de trucs. T'as plus envie. Tu peux ne pas plus envie de vivre, t'as le droit, n'importe quand. T'as pas choisi de naître. Donc tu peux choisir de mourir. Tu parles de quelqu'un qui va se suicider à la morgue. Ah, alors. Et c'est drôle. Alors ce monsieur Quand est aussi même. l'auteur d'une chanson que chantent notamment mes copains du Gomard, il y a du baston en tôle. Il s'appelle Guy Peterman. Je n'ai pas dit son nom parce que bon, la radio ça passe quoi, enfin la télé ça passe. Il est venu, il était jeune, hein. Il est venu prendre de je sais plus quel poison sur les marges de la morgue à Mazas. Alors, il a mis un petit mot qui disait quelque chose comme je livre à domicile. C'est drôle, mais Ah ben bien sûr, c'est on a agressant perdu- en même temps. Évidemment, c'était un il y a mec tout. beau, intelligent, brillant. Il y a tout. Mais bien la sûr. révolution n'avait pas eu lieu. Lui, c'est orphelin de mai 68, quoi. Il dit, bon, j'ai plus d'espoir dans ce monde. Ce monde ne changera pas, j'ai pas envie de vivre la suite. Salut. Ah, c'est ça. Il l'a jamais dit comme ça, c'est moi qui l'exprime, mais je comprends qu'il l'ait fait. Je lui en ai pas voulu, hein. J'étais très triste, j'aimais bien ce mec. C'était pas un ami très proche, mais c'était un autre bande, quoi. Et j'ai de l'estime pour ce garçon, et j'étais très triste qu'il l'ait fait. Mais j'ai compris son choix, hein. Le monde n'est pas comme tu as envie, t'as bien envie, tu as le droit de te tirer, hein. Le chat rebondit beaucoup sur ce qu'on est en train de dire. Il y a des mots qui sortent, comme celui de l'eugénisme. L'antivalidisme est évoqué. Et certains, tu en parles d'ailleurs dans ton livre, disent que en fait, les pays qui aideraient à mourir auraient pu avoir comme tendance de faire en sorte que les pas productifs, les improductifs, ceux dont le capitalisme n'a plus besoin, dont il veut se débarrasser, bah finalement, on les pousserait peut-être cela un peu plus vers la sortie. On n'en est pas là, définitive. officiellement aujourd'hui, Oui. et même jamais. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif. Voilà. Il faut se bagarrer, et il n'est pas question. Alors nous, évidemment, à Ultimité, on voit les gens. On rencontre les gens. On sait ce qu'on fait avec eux, ou pas. Les adresses qu'on leur donne ou qu'on leur donne pas, tu vois. Mais il faut être extrêmement attentif à ça. Il est hors de question de laisser ces bandes de salauds décider notre vie et notre mort. Jamais. Je veux décider moi. Et les médecins, c'est un peu pareil. Quand tu te remets entre les mains des médecins, d'une manière ou d'une autre, peuvent être très bien conduits à être l'agent, si tu veux, sans le vouloir, hein, pas forcément de ce qui se fait actuellement. Tu sais bien. Et ça, c'est dangereux. Il y a une autre association, alors je peux en parler en détail, mais se remettre entre les mains des médecins, je suis pas non plus d'accord. Alors, il y a des cas, je suis très malade et tout, ça n'a pas de problème. Mais, de manière générale, c'est pas que j'ai pas confiance dans les médecins, j'ai tout à fait estime pour le corps médical. Mais j'estime que d'ici ma fin de vie, c'est pas à eux de le faire. Sauf dans le cas où je suis effectivement très malade. Si je veux mourir parce que j'en ai marre, le médecin, il pourra rien pour moi. Mais vraiment rien. Quand ma mère voulait mourir, son médecin m'avait dit, son médecin qu'il aimait beaucoup m'avait dit, je la comprends, mais moi je suis juif, ma religion me l'interdit, tout ça. Mais il m'a fait comprendre que bon, il m'emmerderait pas. Et le médecin, c'est comme m'a dit mon généraliste, c'est pas à nous qu'il faut que vous le demandiez. Eh ben il a raison. C'est à nous de le décider. Et c'est pas à l'État de décider pour nous. C'est pas aux travailleurs sociaux de pousser les gens à mourir. C'est pas, il faut vachement faire gaffe. Il faut faire gaffe les uns aux autres. Il faut pas on peut pas admettre ça. Ça serait de l'eugénisme, effectivement. Mais c'est pas parce que, par exemple, je vais prendre un exemple, parce que on fait souvent des parallèles entre la lutte pour l'avortement et la lutte pour J'allais y venir. le suicide. C'est pas parce que il y a eu des stérilisations forcées, soit chimiques, soit physiques, de je sais pas combien de femmes autochtones dans plein de régions du monde, que pour autant on se battait pas pour l'avortement. Pas parce qu'il y a eu eugénisme réel sur Bien sûr. et avortement et contraception, qu'on a refusé de se battre pour la contraception et l'avortement. Mais c'est un peu la même chose. Dire oui, mais c'est la porte ouverte à l'eugénisme et à l'élimination des handicapés. C'est comme si, parce qu'il y a eu des avortements forcés, des stérilisations forcées, des contraceptions forcées, etc., sur plein de populations dominées, colonisées, etc. Et encore récemment, sur les pôles, je ne sais plus si c'est Inuit ou enfin, c'est pas parce qu'il y a ça qu'on s'est pas battu pour l'avortement et la contraception. Mais de la même manière, c'est pas parce qu'il y a une saloperie comme ça qui nous menace qu'on va pas pour autant se battre pour la liberté et la fin de vie. Faut pas tout confondre. Ça, c'est la version défensive. Tu en as une
offensive, qui est de dire, page 79, les féministes d'alors, alors là on parle des années 60-70, du MLAC et compagnie, de la méthode par aspiration dite Karman, etc. Tu écris, page 79, les féministes d'alors clamaient « Mon corps est à moi », slogan qui s'adapte parfaitement à celles et ceux qui, aujourd'hui, militent pour le droit à une fin de vie choisie, affirmant que notre corps nous appartient et notre mort aussi. Ben, c'est deux luttes très parallèles. Bizarrement, C'est ça qui est... bizarrement, dans l'association où je me trouve, Oui. il y a un nombre de femmes qui ont été au MLAC. La présidente, elle est plus présidente maintenant, mais disons la leader, Claude Uri, qui est celle qui a été le plus menacée au procès, elle était au MLAC, elle. Beaucoup d'entre eux étaient au MLAC. Énormément de filles et de mecs ont été au MLAC. C'est pas étonnant, je veux dire, c'est le même genre de lutte. Moi, j'ai été élevé par une mère qui était féministe, planning familial, et qui était pour l'avortement, enfin, etc., qui s'occupait de tout ça. Et que mes parents, passant de l'aide à l'avortement, soient passés à l'idée qu'ils pourraient vouloir mourir quand ils veulent, ça paraissait logique. C'est le même genre de lutte. Et c'est pas parce que l'avortement et la conception peuvent être utilisés de manière dégueulasse par les États sur des populations qui dominent, que pour autant on va renoncer, nous, à se battre pour la liberté de la mort. Il faut aussi se battre pour le bien-être de chacun en même temps, quoi. Tu donnes des chiffres, parce que ton livre est par ailleurs très, très documenté, tu donnes des chiffres qui sont assez impressionnants. Tu dis que le suicide des personnes âgées est généralement bien moins romantique que les Gors. couples. Il y a ceux qui ont été... donc, Klest et Ariatoui ont été évoqués. Bon, voilà, il y a quelques grands suicides de couple, etc. Dans le stéréotype, c'est les amants du Lutetia, quoi. Voilà, les amants du Lutetia. Bon. Et eux, ils n'avaient que de raison de mourir, à part qu'ils voulaient mourir ensemble et pas se dégrader. Ils n'étaient pas malades, que je sache. Chaque année, écris-tu, environ 3000 personnes entre 70 et 75 ans se donnent la mort, alors que les plus de 65 ans constituent 20% de la population française. Leur taux de suicide représente 30% de la totalité des suicides identifiés, toute tranche d'âge confondue. Ben oui. Donc en réalité, c'est massif. Mais c'est courant, oui. Et si tu veux, l'idée de... Enfin, si on se bat pour la liberté de soi à sa mort, c'est pour éviter les suicides violents, justement. Et les trois quarts sont des mecs. Parce que les mecs, ils ratent pas leur suicide violent. Les femmes, très souvent, le suicide violent, se pendre et tout ça, on n'est pas doué, apparemment. Je dis ça en rigolant, parce que moi, je sais pas faire un nœud correctement. Tu vois. Non, mais pour te pendre, il faut que tu aies un truc dans le plafond, fait qu'il tienne, enfin. Je donne des chiffres pour les hommes, c'est plus important. Le suicide violent est quand même un phénomène massif chez les vieux. Donc, quand on nous dit vous êtes des antivalidistes, mais faut pas déconner, je veux dire, les vieux qui meurent de manière violente et douloureuse, il y en a des quantités. C'est au-delà du taux de la population moyen. Je veux dire, la possibilité d'une mort douce, c'est te prévenir, pas t'empêcher, mais comment on pourrait dire ça, c'est faire que tu ne meurs pas de mort violente. Se jeter, au procès, c'est Comte-Sponville, je crois, qui rappelait que Deleuze s'était jeté du 6e étage ou je sais pas quoi. Mais c'est horrible. T'as envie de mourir comme ça, toi? Moi, je voudrais avoir une mort douce, moi. Moi, je mourrais drogué. Je veux pas mourir jeté du 6e étage ou de sac en plastique. Enfin, ma mère avait essayé ça. C'est horrible. Les morts violentes, c'est quand même pas un truc dont on a envie, quoi. C'est pas comme ça qu'on a envie de finir. Et le taux de suicide là, c'est que des morts violentes. Il y a des morts médicamenteuses aussi dedans, évidemment, dans les 3000. Hein. Mais le taux de mort violente est très élevé. Je sais pas si je le donne dedans. Non, pas dans Quelque ce part, passage. je le dis parce que je dis que les hommes se ratent pas. Oui, ça tu le dis, oui. Et c'est souvent des morts violentes, quoi. Et tu jettes sous un métro, il y a des moyens, mais... Et les suicides médicamenteux, 3 quarts du temps, ils ratent. C'est pour ça que les femmes ratent. Souvent, c'est médicamenteux, on sait bien que le poison l'arme des femmes, c'est bien connu, n'est-ce pas? et tu rates parce qu'il y a tout un protocole à faire d'antivomitifs, etc. Tu peux pas te suicider uniquement avec des médicaments. Hein. Que si on m'écoute, ne faites pas n'importe quoi. Hein. Tout ce que vous risquez, c'est de dégueuler pendant des heures, d'être malade et de vous abîmer terriblement. On ne prend pas les médicaments n'importe comment. Pas parce qu'un médicament peut être létal que vous aurez la bonne dose et que vous aurez prévenu ce qu'il faut. Il faut prendre notamment les antivomitifs. Qu'est-ce que la loi nous autorise, toi, à écrire et nous à dire là, par rapport à tout ça? Par exemple, ce que tu viens de dire, c'est... C'est pas interdit, à mon avis. Je sais pas si c'est autorisé. Mais dire aux gens, ne faites pas de conneries, vous suicidez pas, on vous en mal.
Et empêchez-vous de gueuler, je crois pas que ce soit interdit, ça. Pour ce que j'en sais. Tu vois, c'est des choses qui ont été demandées au tribunal et ça n'a pas fait d'histoire, quoi. Tu vois. Oui, oui. Mais. Mais par exemple. On flirte avec la loi. Mais quand j'ai fait attention, tous les propos que j'ai tenus à propos de l'association à laquelle j'appartiens, je ne parle pas au nom de l'association, je n'ai aucun mandat pour parler au nom de l'association, je parle comme mon nom propre. Mais tous les propos que j'ai tenus sont des propos qui ont été écrits, dits et écrits, et donc qui sont officiellement émis. Je n'ai rien dit de moi. J'ai fait attention à ne pas déborder, parce qu'il y avait un procès en cours, etc. Donc je vous dis pas tout. Je ne dis pas forcément tout, et point. Aujourd'hui, que dit la loi française? Parce que il y avait donc, au moment où je te vois en septembre, il y a Bayrou qui est encore Premier ministre. Je parle bien de cette année, hein, ça paraît très très loin, mais voilà. La loi, finalement, elle n'a pas été, elle n'est pas promulguée, il n'y a rien du tout. D'abord, cette loi-là n'a pas été promulguée. Voilà. La loi actuelle, on la connaît, on est toujours sur classe Leonetti. Hein. Alors, il faut quand même dire ce qu'est cette loi. Alors là, avec Claes Leonetti, d'abord c'était Leonetti, après il y a eu Claes. Bon, la loi Claes Leonetti autorise qu'on administre, je l'ai dit tout à l'heure, des substances antidouleurs à quelqu'un, même si mort doit s'en suivre. C'est-à-dire que empêcher la douleur est primordial et premier par rapport au fait de risquer de le tuer. C'est ça qu'elle dit. Et je l'ai vu appliquer, moi, à l'hôpital. Tout le monde ne l'applique pas. La fameuse loi qui est dans le projet, elle n'a pas nous avancé beaucoup. Hein. Mais elle a l'avantage d'introduire l'idée de suicide assisté dans la législation française. En revanche, il faut, pour qu'éventuellement tu aies droit à ça, si la loi passe, il faut que tu sois dans un état, que tu aies une maladie incurable, avec un pronostic vital à court terme, et que tu aies d'atroces souffrances, ou des souffrances insupportables, qu'on n'arrive pas à soulager. Point. Alors, se pose par exemple le cas des gens qui ont des maladies dégénératives à longue portée, comme la sclérose en plaques, Huntington, des maladies comme ça, et des maladies dont la fin est horrible. Or, si cette loi est comme celle-là, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi. Tu n'as pas de pronostic à court terme. Tu n'es pas en des souffrances intolérables. Certes, tu as une maladie incurable. Et alors Huntington, carrément, tu perds ta tête. Donc quand tu sais que tu as un Huntington, tu sais comment ça va se terminer. Il n'y a aucune chance. Et donc il faudrait pouvoir, dès le diagnostic, te faire mourir. Parce qu'après, tu ne seras plus en état de le faire. Et c'est horrible, j'ai connu des cas. Bon, la sclérose en plaques, c'est pareil. Il y a des gens qui veulent prolonger, qu'ils le fassent. C'est quand tu en as marre. C'est pas parce que tu as une sclérose en plaques qu'il faut que tu meurs. Rien. Mais si à un moment donné, tu juges que ta vie devient insupportable, il faut que tu aies le choix. C'est toi qui poses ta propre limite. Il faut que tu puisses dire, là, tu peux le dire, mais là, c'est pour le coup, c'est les médecins qui interviennent éventuellement. Tu peux dire, bon, là, j'en ai marre. Là, ma vie n'est plus possible. Je veux plus la vivre. Mais c'est un choix que tu dois avoir. Or, tu n'auras pas le choix avec cette loi. Et je parle de la sclérose, il y a bien d'autres maladies. Hein. Toutes ces maladies dégénératives, il y a un stade où tu les supportes très bien. Puis un jour, tu peux dire, là, j'en ai assez. Ou quand j'arrive à ce stade-là, Parkinson, etc. Cette loi qui est dans le projet n'aide en rien ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils se redonnent des stades pour qu'ils aient le droit de mourir. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je vois quelqu'un dit, fait mourir de faim et de soif, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui est arrivé à mon père, hein, ce que je racontais, où il est resté une semaine, voilà. Et non, maintenant, faut pas exagérer, en soins palliatifs, j'ai vu beaucoup plus rapide. Hein. Et donc, récemment, Claire Rouzias est morte en soins palliatifs, hein, notre camarade et ami Claire Rouzias, spécialisée de Cigane, est morte en soins palliatifs cet été, et quand ils l'ont mis en machin, ça a duré 2 ou 3 jours, quoi. Donc, elle n'a pas le temps de mourir de faim et de soif. Hein. Elle est bien morte de ça, elle avait un cancer très avancé. Donc, cette nouvelle loi ne permettra en rien, de résoudre en rien la question des gens qui ont des maladies chroniques, incurables, et qui un jour peuvent en avoir assez alors qu'ils ne sont pas encore au bout, ni de leur souffrance, ni de leur vie, quoi. Et ça, c'est quand même très, très grave. Question. Est-ce que ton livre chiffre des formulations de souhaits de suicide liés au désespoir qui peuvent changer d'avis sitôt qu'il y a une garantie de prise en charge de souffrance? Ne chiffre pas ça du tout, mais on sait que ça existe. Et on le sait même, c'est des gens pas malades. Comme je disais tout à l'heure, dans l'association, il y a un certain nombre de centenaires. Ils ont le produit depuis des années. Hein. Ils sont toujours là. Et c'est fréquent. Hein. C'est fréquent que des gens qui à l'époque s'est procuré du Panto, ils l'ont toujours. Est-ce que c'est périmé, la grande question, quoi? Surtout les gens qui avaient le Panto, je crois qu'il y en a eu. Ils ont fait 130 perquisitions
je crois, mais je suis pas sûr qu'il y en avait 36 qui étaient déjà morts. Tous les autres sont toujours là, d'ailleurs. Un certain nombre d'entre eux. Donc, je n'ai pas de chiffres là-dessus, par contre. J'ai aucun chiffre là-dessus parce que c'est pas possible de les avoir. Parce mais, que la question soulève celle de la conscience, en fait. Oui. Alors, on va pas parler de morale, c'est pas. Non, parlons de C'est pas conscience. au poste qu'on va parler de morale. Voilà. Mais c'est la question de conscience, c'est-à-dire que comment on détermine l'état de conscience à partir duquel quelqu'un peut choisir sa Mais mort. s'il n'a plus la conscience pour choisir, il ne pourra pas le faire. Puisqu'il il doit le faire lui-même. Par contre, il faut se méfier des états dépressifs. C'est ça. Voilà. Mais ça, si tu veux, quand tu as le produit déjà, et que ton problème c'est la vie, à mon avis, pour ce que j'ai vu des gens qui l'avaient, parce que j'en ai vu plein au procès, qui avaient le produit dont certains n'étaient pas passés en justice, tu n'as pas le même rapport à ça. Tu fais pas le mariole en disant je vais me tuer. Tu sais que tu peux le faire. Donc c'est autrement que tu procèdes, quoi. C'est plus la même mécanique, quoi. Ouais, c'est comme ça, je vais me tuer. Ouais, mais je peux le faire alors. C'est pas du tout la même histoire, quoi. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question. Pas tout à fait. Tu peux reformuler un peu? La conscience. Oui. Alors, si tu n'as plus conscience, tu peux pas le faire. Tu le feras pas. Mon amie, qui est donc à cette maladie dégénérative du cerveau, au tout début, elle m'avait dit, tu sais, peut-être qu'il faudrait que je meure, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir ce truc-là. Ma mère est vers sa mère, je sais ce que c'est. Je dis, écoute, si tu veux, je t'accompagne en Suisse. Parce qu'il y a aussi la Suisse. Elle avait les moyens. Si tu veux, je t'accompagne en Suisse, on fera un dossier pour la Suisse. Je savais pas encore comment on faisait, mais je savais qu'on pouvait le faire. Et quelques mois après, elle avait oublié, quoi. Et un jour, elle me dit, oui, je vais me jeter sous le métro, je vais tenter de menacer de se suicider. Elle voulait sauter par la fenêtre. J'ai au deuxième étage, c'est très intéressant. J'ai dit, tu auras plein de fractures et tout ce que tu auras. Mais je lui dis, tu sais, elle me dit, oui, mais elle s'est rappelée vaguement que j'avais dit qu'elle savait plus ce que j'avais dit. Et je lui dis, bah oui, je t'avais parlé d'aller en Suisse, mais tu vas arriver en Suisse, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et là, elle était encore assez consciente pour éclater de rire. Elle me dit, oui, t'as raison. Quand t'as plus de raison, mais tu le fais pas. Hein. Tu le fais pas parce que tu sais pas comment on fait. Et donner à quelqu'un le moyen de se procurer un produit ne garantit pas qu'il va le commander, et ensuite qu'il va l'avoir, déjà. Et en plus, tu ne le donnes pas à n'importe qui, évidemment. Mais ça, c'est purement... Mais quand tu dis tu ne le donnes pas à n'importe qui le donne? Qui donne l'adresse, tu vois? Qui donne l'adresse? Voilà. Tu donnes l'adresse ou tu la donnes pas. Si tu as une adresse, les gens qui ont donné l'adresse pour Bento Barbital, qui sont passés en procès, ils n'ont pas donné à n'importe qui non plus. Mais après, tu juges pas forcément, t'es pas médecin, hein, tu vois. Simplement, il faut que la volonté de la personne soit ferme et qu'elle soit répétée. C'est pas en une fois que ça se fait. Hein. Bien sûr. Tu vois les gens plusieurs fois, enfin, ils avaient plusieurs visites à faire et tout. Certains, ça a duré je sais pas combien de temps avant qu'ils donnent ou pas l'adresse. Tu vois les gens autant qu'il faut, c'est ce que j'ai compris, ce qu'on enseigne en tout cas. Tu vois les gens autant qu'il faut, et puis après, le fait de leur donner l'adresse pour un produit ne garantit pas d'abord qu'ils vont se le procurer, et ensuite qu'ils vont l'utiliser. Hein. Donc là, tu as donné l'état actuel de la législation. La loi, elle voulait changer quoi? Et qu'est-ce que vous revendiquez, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, si je me pose d'un point de vue associatif, oui. L'association revendique qu'on décriminalise l'aide au suicide. Voilà. Moi, personnellement, je m'en tape, mais bon, ça c'est moi. Mais l'association voudrait qu'on cesse de criminaliser l'aide au suicide. C'est-à-dire qu'on ne traîne pas en procès des gens parce qu'ils ont soit commandé du produit létal, soit donné à quelqu'un une adresse pour en commander. Qu'ils ont fait de leur libre choix, quoi. Voilà. C'est ça qu'ils demandent. C'est ça que demande l'association. Et la loi aurait changé quoi si elle avait été promulguée? Celle d'actuelle aurait rien changé. Ça reste réservé à des gens, comme je répète, qui ont une maladie incurable, qui sont dans les stades à court terme et qui ont des souffrances atroces. Voilà. Alors, le procès s'est tenu et tu nous disais au tout début de l'émission... 9 janvier, on a le délibéré en principe. Comment s'est passée l'audience? Moi, j'ai pas assisté à toutes les audiences, mais j'ai été beaucoup sur le parvis. Mais avec tes pancartes, tes tracts. Ça s'est plutôt bien passé du point de vue du fait que la juge a été extrêmement attentive. Par moments, on se demandait si elle n'était pas sympathisante, presque. Elle était attentive, elle écoutait et tout. La procureure, qui au début a été sauvage, s'est calmée. D'ailleurs, les peines demandées, il n'y a pas une peine d'amende. Il y a 1 euro demandé par l'ordre des pharmaciens. On peut pas dire, ils demandent 1 euro de dommage d'intérêt. Le reste, c'est les peines avec sursis. La plus élevée étant de 18 mois avec sursis, l'autre étant de 3 mois avec sursis.
Les gens peuvent parler. Par contre, moi, je l'ai pas remarqué parce que je suis pas juriste, mais une amie juriste m'a dit, la juge est très intrusive. C'est-à-dire que, par-delà le chef d'accusation, elle demande plein de choses qui sont pas dans le chef d'accusation. Par exemple, elle a longuement interrogé sur ce que c'est l'accompagnement à ultime liberté. Qu'est-ce que c'est être accompagnant, etc. Qu'est-ce que c'est avoir? Tous les détails, etc. Elle a demandé une foule de choses qui n'étaient pas liées directement au chef d'accusation. Mais dans l'ensemble, on peut pas dire qu'elle était malveillante du tout. Bon, par contre, laisser les personnes âgées debout pendant 2h30 ou 3 heures à parler, je trouve ça un peu cruel. Les chaises n'étaient pas prévues visiblement. Enfin, ils n'ont pas demandé non plus. Parce que quand même, les gens n'étaient pas jeunes. Elle a été très correcte au sens où elle a fait un résumé de l'affaire remarquable au début. Ça, moi, j'y ai assisté. Parce que les assesseurs, en fait, connaissent pas le dossier. Et c'est un dossier énorme. Elle le connaissait par cœur. Et elle l'a résumé de manière extrêmement objective. Vraiment. Après, elle a essayé de pousser les gens dans leurs contradictions, mais c'est aussi un peu son boulot. Hein. Et donc, je pense qu'il s'est plutôt bien passé, quoi. Ce point de vue-là. Maintenant, on attend le verdict. De toute façon, il n'y a aucune peine de prison ferme. Et il n'y a pas d'amende. Ce qui aurait été très pénalisant pour des gens qui sont dans l'ensemble, c'est plutôt genre ancien site, enfin, vous voyez, pas très riche, quoi. C'est une grosse amende, je sais pas comment tu fais, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt bien passé. Notre point de vue est du bien en particulier, mais notre point de vue. Et il y a eu une médiatisation, quelque chose qui Il y a eu pas mal, oui. Ouais. Pas Et mal de plutôt, journaux, il y a eu des télés, il y a eu tout eu. Mais bienveillant ou... Alors il y a tout eu, évidemment. La Croix, par exemple, qui est assez correct, mais comme ils ont bien pointé toutes les contradictions qu'ils ont pointées, c'est normal. Hein. La religion n'est pas pour ça. Hein. Quand même, faut pas exagérer. Non, là, pour ce que j'ai vu, moi, des revues de presse qui ont été faites par Le Choix, l'autre association, c'était assez correct. Par contre, j'ai trouvé ignoble la réaction de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui, dans une assemblée générale, dit des choses... Et c'est genre genre ces amateurs qui se mêlent, enfin, tu vois, nous traitons en ce mode rigolo, enfin bon, sans comprendre que jamais ils seraient solidaires. Alors qu'au début, la DMD faisait ce qu'a fait Utile Liberté. Alors, tu dresses effectivement le portrait de 3 associations, de manière, j'ai l'impression, plutôt clinique. Et en fait, chacune donne une idée de l'état du débat, un peu, on dirait, c'est-à-dire avec leurs revendications. Est-ce que tu peux rappeler quelles sont les forces en présence? Il y a 3 grandes associations en France. La première, l'historique, c'est la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Qui est très ancienne. Qui a commencé par aider les gens à mourir, même de manière... ils faisaient des choses redoutables. Hein. Ils donnaient... à une époque, ils donnaient de la quinine, paraît-il. Et ils aidaient les gens, y compris en leur fournissant un sac en plastique pour terminer l'affaire. Enfin, j'entends des choses terribles, bon, je sais pas. En tout cas, ils aidaient pratiquement les gens à mourir comme ils pouvaient à l'époque. Puis un beau jour, ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Ils sont de plus en plus... Ils sont plus intéressés qu'à la loi, qu'à faire changer la loi. Leur but à l'époque, c'était de changer la loi, mais ils prétendaient dans les années, je crois, fin des années 70, et aussi aider les gens. Aider les gens à aller en Suisse, aider les gens à faire tout ça. La deuxième, c'est Le Choix. Le Choix, c'est son association essentiellement de médecins. Parmi eux, il y a des gens qui ont un courage incroyable, qui ont un qui était en procès, Bernard Senet, un médecin à la retraite qui est passé au procès. Petit détail en forme de gag, il a un curé qui est venu témoigner pour lui, qui est arrivé en soutane avec la croix, pour dire qu'il allait avoir des pires ennemis avec sa hiérarchie, mais qui venait défendre le médecin qui avait aidé son père à mourir. Alors, Le Choix, ils sont sur des positions... Enfin, tu remarqueras, là, c'est vraiment une incise, mais c'est un peu gênant ce retour des soutanes. Je vois de plus en plus de soutanes. Mais on s'est demandé... non, mais il y a un problème là. Alors là, on s'est posé on s'est quand même posé une question. Dans les rues de Paris, tu vois des mecs en soutane. On s'est demandé si le mec était régulièrement en soutane ou s'il a fait pour le procès. Pour le procès. Voilà. Vu que c'est du théâtre, il a joué son rôle. Il a voulu affirmer peut-être curé. Donc on n'est pas sûr que c'est... J'arrive pas à penser que ça peut être un curé intégriste, en fait. J'arrive pas à y croire. Tu vois qu'un curé intégriste, ça aille jusque-là. Et il ne le dit pas. Donc on ne sait pas. Non, mais peut-être que la soutane n'est plus un marqueur intégriste. Mais enfin, bref. Fermons la parenthèse. On s'est quand même posé la question de savoir si ce mec si courageux n'était pas un curé pas intégriste, mais qui avait sorti sa soutane pour bien dire qu'il était curé au procès. Pour affirmer son identité de curé. Ce qui aurait été logique. Donc Le Choix, lui, est pour le suicide assisté. Mais il faut que tu sois malade, quand même. Et c'est le médecin qui doit le faire et décider. Voilà. Et donc ça reste le corps médical. Voilà, ça reste le corps médical tout puissant. La grande puissance du corps médical. Il n'y a pas de prison ferme, donc quelqu'un pose la question.
Non, mais qui pas précise qu'en demandé. fait, il pourrait y avoir du ferme. C'est-à-dire Ça qu'il y a les réquisitions, mais la sentence peut être peut être plus violente. plus c'est violente que les réquisitions. Mais Voilà, bon. tout est possible. Donc, le choix, donc, c'est sous le pouvoir du médecin. Donc, on a la DMD, il s'occupe que de la loi. Le choix pratique, avec beaucoup de courage. Il y a des gens qui ont fait des déclarations, mais admirables. Des médecins ou des gens proches de médecins. Vraiment, alors, ils en ont, hein. Elle et il. Et après, il y a l'ultime liberté. L'ultime liberté est née d'une dissidence de la DMD, justement parce que la DMD ne faisait rien pour aider les gens. L'ultime liberté, par exemple, on a un papier où on dit toutes les associations suisses qui peuvent t'aider. Comment tu peux aller en Suisse? Ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. Ça coûte 12 000 euros. Mais dedans, il y a l'incinération. Quand tu vois ce que coûte une incinération ici, c'est pas si cher que ça, quand même. Bon. Mais il faut les avoir. L'ultime liberté, c'est créé justement pour pouvoir conseiller et aider les gens qui voulaient mourir. Et donc, conseiller, ça veut dire donner l'adresse de l'association suisse, par exemple. Ça, c'est pas puni par la loi, tu vois. Expliquer à quelqu'un comment il peut faire. C'est au point, d'ailleurs, que l'ADMD, cette bande de... Donc, récemment on rappelle que tu parles en ton nom. Hein. Oui, j'ai récemment eu au téléphone quelqu'un qui me dit, parce qu'on a des téléphones sur lesquels on donne des conseils, et elle m'appelle en disant, voilà, je suis en province, mon père est dans un état lamentable, etc., il voudrait, bon. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de soins palliatifs dans le coin. C'est un gros problème pour accéder aux soins palliatifs, alors qu'il pourrait... Et la DMD m'a conseillé de m'adresser à vous. C'est une blague ou quoi? Ben non, bel et bien. Et j'ai revu cette femme après, à qui j'ai fait, parce que dans le conseil, il y a aussi parlé avec les gens, à qui j'ai une femme plus jeune, à qui j'ai longuement parlé. Elle m'a dit, vous m'avez fait un bien fou, vous m'avez déculpabilisé. On a finalement trouvé une solution de soins palliatifs à domicile pour mon père, grâce à vos conseils, parce qu'elle a dit à demander au médecin. Enfin, voilà, j'ai réussi à conseiller cette fille qui était là avec son père, qui demandait, etc. Et de ça, je suis très fier, par exemple. Et ça, c'est ADMD qui nous les a envoyés. C'est extraordinaire, quoi. Ah ben, on sait pas faire. Le mec, il peut pas réfléchir un peu, donner les mêmes conseils que moi j'ai donné. Ces conseils-là, n'importe qui peut les donner un peu. Il connaît un peu la question. Ah ben non. Ce que j'ai fait pour cette fille, il aurait pas pu le faire. C'était tout con. Je me suis contenté de lui parler de soins palliatifs, des différentes possibilités, etc. Ce qui est absolument pas interdit par la loi. Parce qu'elle était à distance. Enfin, je n'ai rien fait de répréhensible du tout. Mais par contre, je l'ai vraiment aidée. Elle me l'a dit quand elle est venue à une réunion qu'on faisait. Et elle est venue me remercier. Elle m'a dit, mais c'est vous que j'ai eu au téléphone, elle a reconnu ma voix, évidemment. Et la DMD nous les a envoyés, non, tu vois. Est-ce qu'on sait, parce que tu as parlé de perquisition, il y a eu beaucoup de gens perquisitionnés. 130. 130, hein. Est-ce qu'on sait d'où ça part? C'est une bien sûr qu'on dénonciation, sait. c'est quoi? Ah, c'est un polar. Hein. Ça part du Narcotic Bureau américain. Alors, les fournisseurs étaient au Mexique. Ces fournisseurs... Alors, je ne sais pas le détail, ça peut-être qu'ils fournissaient aussi du fentanyl ou je sais pas quoi. Ouais. C'est des laboratoires pharmaceutiques quoi, qui fournissaient ça. Et ces gens-là sont chopés quoi, au Mexique. Et parce que les Américains ont trouvé la filière. Et ça passait apparemment par les États-Unis. Et donc, les Américains ont trouvé tous les listings des clients de toute l'Europe de ce laboratoire. Et on communiquait à tous les différents pays d'Europe la liste des clients. Pour ce que j'en sais, le seul pays d'Europe qui a fait les perquisitions, c'est la France. Le même jour, à 6 h du matin, 130 personnes ont pénétré chez les gens d'un âge certain pour venir fouiller leur logement. Et ils en ont trouvé d'autres qui avaient le plateau barbital chez eux, hein, bien sûr. Mais ils n'ont traîné en justice que les membres d'Ultime Liberté, y compris ceux du choix qui étaient aussi membres d'Ultime Liberté. Alors, il y en avait 13 à l'époque. Alors, donc ça, c'est une décision, ça n'est plus le bureau des narcotiques américain. Ah non, c'est la police. Là, on est bien d'accord. Voilà, ils ont envoyé... C'est la police ou la justice, ou les non, deux. Mais là, en l'occurrence, ils ont envoyé à tous les pays la liste des gens du listing informatique des clients. Voilà. Et la France est le seul pays qui a procédé à ça. 130 perquisitions et 13 mises en examen. 2 sont morts depuis de mort naturelle, apparemment. Même s'il n'est pas tout jeune. Et le compagnon notamment qui était le président de l'association, un monstro, il avait je sais pas quel âge, il est mort récemment. Il n'est pas mort, il est mort tout seul, quoi. Il avait 80 et quelques, je sais plus de quoi il est mort, mais bon. Ouais. Et donc, c'est venu donc d'une fille, d'un renseignement des Américains.
Comme un grand trafic. C'est pour ça que je parle de dealers de drogue. Ça ressemble tellement à ce qu'on fait quand on s'attaque à un cartel de la drogue. Tout ça pour aller dans tous les coins de France, les coins de campagne paumés, chez 130 vieillards qui avaient acheté un produit. Il y en avait 36 qui étaient morts depuis. Certains étaient peut-être morts du produit, d'autres de mort naturelle. Parce que c'est pas tout jeune qu'on fait ça. On ne sait pas de quoi ils sont morts. Mais par contre, sur ceux, alors je ne sais pas à combien ont été chopés avec le produit, ça ils l'ont pas dit. Mais ceux qu'ils ont arrêtés étaient tous membres du Team Liberté. Membre actif. Pour terminer, tu as le chapitre « Et après », qui est donc celui des funérailles. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher de sourire, voire un peu plus, quand tu parles des... Et en fait, c'est tragique. Des urnes d'occasion. Je parle des urnes d'occasion. Ouais. Je me rappelais pas. Bah si, attends. Je sais qu'il y a un marché de l'urne. Bah oui, si, attends. Mais je crois pas que je parle d'urne d'occasion. Bah si. J'ai pas lu plusieurs livres sur le sujet en même temps. J'ai lu ça en journal il y aura avant-hier. Il y avait un truc dans le journal. Ah merde, alors c'est dans le journal peut-être. Oui, c'est dans le journal. C'est dans le journal. J'en parle pas parce que je n'étais pas au courant. J'ai vu ça dans la presse. Merde, alors pourquoi? Parce que ça va dans le sujet. C'est dans le sujet, oui. Oh là là, tu vois, je ne le savais pas, moi, à l'époque. Et j'ai découvert ça il y a quelques jours, les coups des urnes d'occasion. Oui, t'as raison, je crois que c'est dans Libération. Attends, pourquoi? Même pas, moi je dis pas Libération, ça va être dans Le Monde ou Mediapart. C'est un procès, tu as raison. C'est des gens qui sont... c'est pas un procès, non. Il y a un marché de... On trouve des urnes sur le Bon Coin, etc. Voilà. En disant, moi, je m'en suis déjà servi, elles ont déjà servi, je revends des urnes. Mais enfin, au-delà du tragicomique... Alors, je parle là-dedans des funérailles. Oui. Moi, les funérailles, personnellement, je leur suis totalement indifférente. J'ai découvert ça à la mort de mon père. Et je me suis aperçu que j'étais vraiment matérialiste, que j'avais rien à foutre des funérailles. Sa mort avait compté plus que tout pour moi. Bon, les funérailles, pour moi, c'est des cérémonies primitives. Mais... je sais une chose je trouve ça très pénible, les cérémonies mortuaires. Très codifiées, très anonymes, très dégueulasses. Pour arriver à la journée, participer ou organiser un certain nombre. Putain, mais c'est... Alors, il y a une découverte que je partagerai après, d'ailleurs, donc, qui est un petit peu évoquée. Et j'ai découvert, parce qu'il y a un petit livre qui est sorti sur le sujet, et que je suis passé chez Libertalia, et que le petit libraire, Florent, m'a dit, regarde, il y a un bouquin là qui va t'intéresser. Les coopératives funéraires, qui est un truc qui existe depuis 1942 au Canada. Voilà. Et ça a été fait non seulement pour que ça coûte un peu moins cher, ce qui est un gros problème, mais aussi pour que les funérailles puissent être faites à l'image des gens qui sont des défunts. Sachant que, en fait, on croit qu'il y a un tas de choses qui sont interdites et que les pompes funèbres font croire qu'on n'a pas le droit de faire ci et de faire ça. Mais qu'en fait, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande qu'on l'imagine. Donc, sont créées en France des coopératives funéraires. Alors, il y a des salariés, donc on les paye, c'est pas gratuit. Et ils se chargent d'inventer avec l'entourage du défunt des obsèques à leur image. Et pour un coup, ils veulent être écolo à tout prix, alors c'est leur drame, parce que l'incinération, c'est pas écolo du tout. Ils refusent pas, mais bon... donc je pense qu'ils vont pousser autre chose. Et ils disent que, par ailleurs, ils font savoir que les funérailles sont un service public. C'est-à-dire que tout le monde y a droit. Et que ce qu'on appelait les fosses communes, c'est un terrain commun, où il y a 50 concessions. Et par contre, personne ne vous le dit jamais. Les municipalités sont tenues de procéder à votre enterrement. Vous n'êtes pas obligé de passer par les pompes funèbres si vous n'avez pas les moyens. Et récemment, on a un ami qui est mort, qui n'avait pas un sou. On a eu droit au Père Lachaise, à la salle pour incinérer et compagnie, enfin tout le truc. Et par contre, on n'avait pas un seul croque-mort. Ça, c'est extraordinaire. On était libre autour du cercueil de notre copain. Ben ça, c'était vachement bien. Et donc, je parle de ça, des coopératives funéraires, il y en a pas mal en France. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis, ça représente 20% de part de marché. Tant que ça. Alors là, c'est page 91. Je te crois, mais j'ai oublié. Et cette fois, c'est sûr. Quand je me rappelle d'un truc pareil. Page 91. D'autant que c'est un chapitre qui ne m'intéresse pas personnellement. Donc. Et Eurial, oui, il est très court. Et Eurial a retrouvé l'article que nous avons lu tous les deux et qui a fait un télescopage dans ma tête. Je la vends car j'en ai plus besoin. Les urnes funéraires prolifèrent sur les sites d'occasion par Guy Medford. Et c'est bien dans Le Monde. Quand tu disperses les cendres, ce qui est arrivé à moi, qu'est-ce que tu fais de l'urne? Nous avons dans la colline dispersé les cendres de mon père avec ma mère. Et on était avec cette urne à la con. Et on a fait une chose absolument idiote. On l'a jeté dans la colline avec, on ne savait plus quoi en faire. Alors que c'est vraiment pas écologique pour le coup. Et c'est idiot. Mais on était là avec notre urne, et qu'est-ce qu'on fait avec? Il venait de mourir et tout, on était... Et après, je m'en suis voulu. Mais je n'avais pas crapahuté pour la retrouver, je l'avais jetée en bas de la colline. C'était un peu compliqué pour moi de la récupérer, quoi. Mais
on ne sait plus quoi en faire. Est-ce que tu as déjà fait des rencontres autour du livre? Oui, une chez Libertalia. Oui, j'en ai fait qu'une. Là, T'en as fait qu'une. C'était quoi les retours? Les retours que j'ai en général sur le livre sont extraordinaires. J'ai jamais vu ça. Je reçois des retours. Là, ce jour-là, c'était vachement bien. Il y avait une centaine de personnes. Enfin, mais je reçois des retours de tous les côtés. Là, Freddy Gomez vient de publier sur son blog une lettre qui m'est destinée. Enfin, c'est très émouvant, quoi. Des retours de gens plus jeunes, plus vieux. Des retours à mon éditeur, des retours à moi, qui sont, je sais pas, comme si ce bouquin, pour une fois, comment dire, ça pouvait devenir un succès presque. Tu vois, comme si ça touche apparemment énormément de gens. Contrairement à des bouquins plus... Pourtant, c'est un bouquin politique aussi. Hein. Je dis bien que c'est une question de classe, tout ça. Bien sûr. On n'a pas prononcé le mot classe, ça me manque. Je dis bien qu'il s'agit d'une question de classe. Que bien mourir, c'est bien vieillir, c'est une question de classe. Et ça, Beauvoir, là-dessus, elle est impitoyable, par exemple. Et j'ai vraiment des retours de gens dont ça m'étonne que ça les passionne, quoi. De gens jeunes, notamment. Quand je disais au début qu'on me disait que ça donne envie de vieillir, quand même, quoi. De gens jeunes, de gens plus vieux, des gens qui l'ont offert. Les gens l'achètent pour offrir. À l'association, j'en ai vendu plein aux membres d'association. Il y en a qui m'a dit, amène-moi 10, j'ai des cadeaux à faire. J'ai un mec que je connais qui m'a dit, je veux des exemplaires, j'ai des cadeaux de Noël à faire. Enfin, c'est le bouquin qu'on offre, alors qu'on l'offre à sa mère, à sa grand-mère. Mais aussi, on l'offre à ses potes. Et à ses enfants, à ses neveux et nièces. Enfin, je suis un peu étonné. Enfin, pas étonné, mais je sais pas comment dire. Je ne reçois que des éloges. Alors, la seule critique sur laquelle point de discussion, cette histoire de validisme. Et donc, il faut être très clair sur ce que je dis là-dessus. Je ne dis pas que tout le monde doit en passer par là, quoi. Et il faut être clair là-dessus. C'est la seule question qu'on pourrait se poser, quoi. De même que je dis que personne n'est obligé d'avoir une vie sexuelle, personne n'est obligé de vouloir mourir. Et quand la société t'y oblige, il faut lutter pour défendre ça. Et autour de nous, il faut qu'on soit solidaires. Et nous, c'est ce qui nous a fait survivre. On est solidaires, on est un groupe de copains solidaires. Et c'est pas du pipeau, je veux dire. On laisse personne comme ça, quoi. Mais bon, ça, c'est aussi une position politique. Ça fait partie de notre position politique, la solidarité. Absolument. Deux dernières questions. Je vois quand même passer pas mal de choses dans le chat qui sont presque de l'ordre du témoignage, plus que des questions. Soit des gens qui parlent d'eux-mêmes, soit qui parlent de leurs proches. Peut-être que ton livre aussi provoque ça. Ça touche des choses. Ça touche des choses. Deux questions rituelles. La première, as-tu un conseil culturel à nous faire, soit un bouquin, un disque, un film, ça peut être lié à ton sujet, pas du tout, récent, vieux comme le monde. Vas-y. Sur le sujet? Ah, pas sur le sujet ou autre, ce que tu veux. Moi, je recommande des lectures que j'ai recommandées. Hein. La vieillesse de Beauvoir, Faire des dieux de Gombrowicz, Forever, par exemple. Je le recommande à qui veut. Qu'est-ce que je peux... J'ai tellement de choses à recommander que je ne sais plus, quoi. Je suis pas capable. Alors, je signale, tant que j'ai le micro, que y a un film qui a été fait sur mon ami Hélène Azera, journaliste transsexuel et transgenre bien connu. Ce film passe au festival Chéri Chéri et il passera ailleurs. C'est un film de Juste Abitbol. Ça s'appelle Hélène, trésor national. Et donc, évidemment, je recommande, si on peut choper le film, de voir ce film. Voilà. Parfait. Je recommande également, puisqu'on y est, sur la vie intense et la mort intense, les films de Rémy Cordeau et notamment celui sur Jacques Vacher. Jacques Vacher? Oui. Il a fait un film sur Jacques Vacher fabuleux. Rémy Cordeau fait des films sur les surréalistes. Absolument. Un sur Benjamin Perret, un sur Picabia. Jacques Vacher, ami d'André Breton, avec une correspondance extraordinaire. Et le dernier film qui sort, qui est sorti sur Arthur Cravant. Absolument. Et donc, le boxeur, je parlais de la mort, poète. je parlais de la jeunesse éphémère, donc j'ai évoqué Vacher et Rémy Cordeau et ses films. Eh ben, génial, génial. Et la question rituelle, il est 19h55, ça va faire presque 2 heures qu'on discute. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 heures, ma chère Lola? On n'a pas fait de la mondanité, au moins. C'était ça le danger. On
on n'a pas été mondain, on s'est pas fait des compliments, des machins. Tu vas pas dire, ah, quel livre formidable, ce genre de truc insupportable. Non, mais c'est vrai. Tu m'as posé des vraies questions. Je sais pas ce qu'on a fait, mais j'espère qu'on a fait du bon boulot. J'espère en tout cas que ça a été clair. Que les auditeurs, ou je sais pas si on nous voit, oui, ces spectateurs ont compris quelque chose à ce que je racontais. Je crois pas que tu été à côté de la plaque et moi non plus, mais je n'en sais rien, c'est à eux de le dire. Ah ben je vois une excellente entrevue. C'est un mystère Coltrane, avec un nom pareil, évidemment. S'il se réfère à Coltrane, c'est forcément mon copain. John Coltrane, donc quand même, un de mes saxophonistes préférés. Merci pour cet entretien qui m'a beaucoup touché. Lola, que je découvre, est passionnante. Merci David, les modos et l'équipe pour votre excellent travail. Merci le chat et merci Mademoiselle Mieserov. À bientôt. Merci à vous tous et merci à toi David. Et merci à la technique. Anayan, merci beaucoup. Et maintenant, la question rituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour peser sur la situation? Que faire? Que faire? Il y a beaucoup de choses possibles en fait. Et dans les luttes sont extrêmement créatives, elles sont inventives, elles sont riches. Et souvent, elles ne se contentent pas d'être anti-tout, mais aussi de penser des contre-projets de territoire et comment vivre autrement dans les territoires. Se dire qu'on a tous et toutes les capacités d'agir par nous-mêmes, qu'il ne faut pas déléguer cette action à d'autres. Savoir ce qui a été fait permet aussi de savoir ce qui est possible de faire, c'est inspirant pour la suite. C'est à la fois que faire, c'est comment faire, par quel chemin, comment s'organiser. Construire aussi des manières de faire du commun, de partager, de s'entraider, que là, il y a les possibilités d'une autre société. Il faut qu'on organise un mouvement révolutionnaire qui soit capable à la fois de s'opposer à ces systèmes de domination, mais qui soit capable aussi de proposer d'autres formes de faire société, et du coup une société débarrassée des rapports de domination. Que faire, c'est pas à moi d'y répondre, on y répond collectivement à chaque fois qu'on résiste, qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, s'y intéresser, s'informer. Et après, une fois qu'on aura fait ça, peut-être qu'il sera temps d'interroger la responsabilité collective et la responsabilité de l'État français dans cette situation-là. Je pense qu'il faut profiter de tous les instants tout en n'étant pas dupe et naïf. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.